donc ils produisent naturellement des défauts, malgré eux, tu vois. Et en fait, s'ils en produisent pas des défauts, c'est que probablement ils sont pas compétitifs parce qu'ils ont pas poussé le process. D'accord, ok. Puis après, t'as la pièce qui est coupée en deux, carré. Et là, il y a le modèle qui dit pas de souci, ça marche. Parce que ça a été très bien coupé. Et ça, c'est pas possible. Bon, bah, nous, dans l'industrie, tout système qui dit que la pièce est bonne, il a une super accuracy par défaut, quoi. Et en fait, ça va être inutile. Et tu vois, tous les clients qui me disent, mais du coup, c'est black box. Oui, bah, en fait, la première boîte noire que vous avez, c'est l'opérateur sur la ligne. Exactement. Bah, la donnée à noter. Honnêtement, ça reste quand même toujours un challenge. Mais tu parlais tout à l'heure de potentiellement récolter suffisamment de données pour faire des modèles un petit peu plus génériques pour entraîner. Ah, c'est vrai que nous, c'est une de nos ambitions. Bonjour à tous et bienvenue dans Pixel Perfect, le podcast 100% dédié à la computer vision. Je suis Pierre-Nicolas Tiffreau, CTO de Pixelia, une suite d'outils conçus pour faciliter la vie des ingénieurs en intelligence artificielle. De l'annotation au monitoring de modèles en production. Toutes les 2 semaines, je vous présente des entretiens exclusifs avec des figures clés de l'industrie pour discuter de leurs défis, de leurs succès et de la façon dont ils transforment le monde de la vision par ordinateur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Salut Hugues, merci du coup de me rejoindre pour cet épisode et cet enregistrement ensemble. Comment ça va ? Écoute, super, merci de m'inviter, merci d'avoir pensé à nous pour cet épisode. Avec plaisir. C'est vrai que quand on pense computer vision en France et aussi ici à Paris, on n'est pas non plus 50 boîtes, donc tu es une des premières personnes à qui j'ai pensé. Du coup, plusieurs questions pour toi aujourd'hui. Peut-être que déjà, tu peux commencer par te présenter et après, on pourra dérouler ensemble. Ouais, avec plaisir. Alors, moi, c'est Hugues Poiget. Ça fait 8 ans maintenant que je travaille chez Scortex avec toujours le même objectif, finalement, c'est-à-dire automatiser ce qu'on appelle l'inspection visuelle sur les lignes de production. Donc, je pense souvent à ceux qui avaient fait en école d'ingé des stages opérateurs où tu viens sur le bord de la ligne vérifier chaque pièce. Donc voilà, c'est toujours cet objectif-là qu'on adresse depuis 8 ans. Et voilà, en passant par du coup de mon côté plein de postes différents et en rentrant par le machine learning. Donc déjà, il y a 8 ans, on essayait de faire ça avec ces techniques-là. Et voilà, donc ça fait 8 ans que j'essaie de développer cette boîte du mieux possible. Et voilà, assez satisfait déjà de tout ce qu'on a fait comme chemin. Ouais, j'imagine. Et du coup, tu es rentré donc, chez Scortex il y a 8 ans, mais donc c'est pas toi qui as créé l'entreprise. Ouais. Comment ça s'est passé un peu ? C'était quoi ton évolution chez Scortex ? Ouais, alors effectivement, moi je suis rentré stagiaire. Donc c'était un stage de fin d'études. Voilà, où alors je vais le citer, mais l'ancien CEO de Scortex s'appelait Aymeric de Pontbriand. Et quand on s'est rencontrés, si tu veux, dans la sphère parisienne, c'était une des boîtes où on faisait du machine learning pour autre chose qu'optimiser de la bannière publicitaire. C'est vrai que c'était beaucoup ça à l'époque quand même. Voilà. Donc bon, moi j'avais pas forcément mis trop les pieds dans une usine à l'époque pour être honnête, mais ce côté un peu tangible, un peu concret de l'application, ça m'a tout de suite plu. L'autre truc qui m'a plu, c'est les gens que j'ai rencontrés pendant les entretiens. Souvent, on choisit un job aussi pour ça. Et donc, effectivement, je suis rentré à un poste de stagiaire en machine learning. Le sujet de mon stage, c'était à l'époque la segmentation sémantique. En gros, si tu veux, on filme des pièces industrielles avec des caméras qui filment en plus que du Full HD, tu vois. C'est vraiment 2500 pixels par 2000. En fait, il y a plein de ces pixels qui filment juste le fond et qui n'ont pas d'intérêt. Et donc très vite, voilà, on savait qu'on allait avoir des enjeux sur extraire la pièce dans l'image pour pouvoir ne faire les inférences que là où c'était pertinent. Voilà, donc ça, c'était le point de départ. Et puis après, si tu veux, de fil en aiguille, le machine learning, c'était au cœur de notre produit depuis toujours chez Scortex. C'était vraiment j'ai envie de dire, ce changement technologique qui a fait que ça avait un intérêt de se reconcentrer sur ce sujet d'automatisation de l'inspection visuelle. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis intéressé à l'algorithmique pour ça, aux clients, à leur sujet. Donc assez rapidement, on a monté une équipe, ce qu'on appelait Machine Learning Production. Voilà, donc je travaillais en collaboration avec la recherche. Et donc, si tu veux, nous, on était vraiment à travailler sur les sujets des clients, tout en essayant d'adopter une démarche produit, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis retrouvé à devoir interagir avec tout le monde dans la boîte et donc finalement d'être assez horizontal sur mon expertise technique. Et puis, de fil en aiguille, coordonner l'équipe technique. Voilà, je suis passé directeur technique il y a 2-3 ans. C'est vrai que c'est une sacrée évolution du coup d'aller stagiaire tout directeur technique. Ouais, après, j'imagine qu'il y avait des choses qui sont passées. Enfin, comment dire, il y a eu des changements aussi dans la boîte et des carrément. personnes qui étaient là et plus là,
qui t'ont donné cette opportunité aussi finalement. C'est clair qu'aujourd'hui, l'arrivée et le départ des gens, c'est des opportunités. Moi, j'en ai saisi à des moments. Voilà, on me les a proposés aussi, mais j'étais assez partant. J'ai eu quand même la chance, si tu veux, de notamment avoir un directeur technique quand j'ai rejoint Scortex au tout départ, qui a su, je dirais, un peu passer la main au bon moment. Ouais. Et tu sais, C'est important ça. enfin, toi qui es CTO, j'imagine que tu te poses peut-être régulièrement la question au fur et à mesure de l'évolution de la boîte, mais est-ce que je T'es suis obligé de toujours te la poser en tout voilà, cas. est-ce que je suis toujours le bon gars pour faire progresser la boîte C'est dans ce clair. niveau de maturité, quoi. Et donc effectivement, le premier CTO avec qui j'ai travaillé, Serge, que je salue d'ailleurs si un jour il nous écoute, voilà, il a passé la main à un moment où il se rendait compte que voilà, lui, il préférait être contributeur individuel que de manager une équipe de Ok. de jeunes comme on était un peu fougueux. Voilà, moi, ça a permis à un autre CTO d'arriver, qui n'est pas resté. Donc voilà, après, on m'a proposé de prendre la place et ça m'a plu. Moi, j'aime bien être un peu au fait de tout ce qui se passe. Et puis, ça me permettait aussi de proposer une vision un peu cohérente à la technique en étant à ce poste-là. Voilà, et puis plus récemment, l'année dernière, du coup, j'ai pris la direction générale de Scortex là, suite au départ d'Emeric, qui maintenant part vers d'autres aventures. Alors, il va faire complètement autre chose là. Ok. Mais voilà, je le salue aussi. Il est parti en me faisant confiance et je pense que c'était vraiment une marque que j'ai beaucoup appréciée. Et puis, c'était le reflet aussi du travail qu'on avait fait ensemble depuis 8 ans, quoi. Ok. Donc voilà, et maintenant, on est une équipe d'une trentaine j'allais dire en ingénieur, il n'y a pas que ça. On s'est pas mal étoffé aussi sur le volet commercial, parce qu'à un moment, il faut la vendre, cette techno. Ouais, bien sûr. Tu connais. Et voilà, et ça, c'est moi, je suis hyper content aujourd'hui d'avoir l'équipe qu'on a, d'être, je pense, toujours aussi motivé, mais avec d'autres perspectives. Je suis peut-être un petit peu moins idéaliste aujourd'hui, un peu pragmatique. Et je crois que ça fait partie des choses qu'on voulait peut-être évoquer aussi dans ce podcast, mais c'est voilà, nous aujourd'hui, je dis pas qu'on est has-been, mais on n'est pas sur le haut de la hype des large language models. Ça va être un autre sujet, des ouais, sujets. c'est clair. Voilà, et donc il faut rester attentif aussi au rythme de l'industrie, des gens avec qui on travaille pour leur apporter cette innovation qu'on propose depuis un moment et qui continue d'innover tout le temps. Donc voilà, moi c'est vraiment ça aujourd'hui qui me motive et qui me passionne, quoi. Voilà. Trop bien. Et du coup, tu disais tout à l'heure, donc en fait, vous construisiez vos solutions avec les clients, parce que du coup, ce que je comprends, c'est que chaque cas d'usage ou chaque client va vraiment avoir des manières de fonctionner différentes et donc votre produit devait un peu s'adapter aussi à chaque client. C'est quoi un peu l'histoire de Scortex, vraiment d'un point de vue produit, techno? Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que c'est toujours la même chose aujourd'hui qu'il y a 5 ou 8 ans? Écoute, au départ, alors vraiment au tout départ, si tu veux, ce que tu appelles un produit, c'est au mieux une démo qui marche. Donc après, tu trouves des gens, ce qu'on appelle les early adopters, donc c'est les gens qui te font confiance alors qu'ils ne devraient pas. Et donc après, tu débroussailles avec eux, si tu veux. Et donc à l'époque, on avait dit, on va définir notre produit en fonction des besoins. Tu sais, tu te dis, s'il y a un gars qui vient te voir qui a un besoin et que tu le résous, tu te dis, il y en a plein d'autres qui vont venir après, on va tous résoudre le problème de tout le monde. Bon. Il se trouve qu'après quelques années, j'ai appris plusieurs trucs, notamment il n'y a pas 2 lignes de production qui sont les mêmes. Ok. En fait, un industriel, moi j'avais un peu l'image bête, si tu veux, tu as une ligne et puis il les a multipliées par 10 pour produire 10 fois plus. Et donc si je développe un système qui marche sur une ligne, je le multiplie par 10. Ça me paraît très logique en tout cas. La réalité, c'est que chaque ligne, elle arrive avec quelques années de différence, que le matériel, c'est pas tout à fait le même, que c'est pas rétro-compatible, etc. Donc en fait, ce vœu pieux de te dire je vais créer un produit sur la base des projets que je mène avec mes clients, en fait, ça marche pas vraiment dans la pratique. Ok. Toi, tu testes plein de choses parce que tu es en train de te découvrir le marché. Donc, tu cherches le fameux, ce qu'on appelle product market fit, quoi. Et donc, au bout de quelques années, tu as une espèce de produit, en fait, qui est instancié par client. Et qui potentiellement diverge avec une dette technique hyper dure à gérer. Et peut-être avant, parce que du coup, c'est super intéressant ce sujet de la dette technique, mais en termes de mission, pour qu'on comprenne bien, finalement, c'est à quoi ça sert Scortex et du coup, quels peuvent être finalement ces différents besoins aussi selon les clients? Nous, il y a toujours eu du coup un peu 3 volets dans ce qu'on voulait dérouler. Aujourd'hui, il y a un besoin quand tu produis une pièce parce que les industriels poussent les processus industriels à leur limite. Donc, ils produisent naturellement des défauts, malgré eux. Tu vois. Et en fait, s'ils n'en produisent pas des défauts, c'est que probablement, ils ne sont pas compétitifs parce qu'ils n'ont pas poussé le processus. D'accord, ok. Donc, c'est intéressant comme point de vue. Voilà. Donc, en fait, tu as quand même une variance à gérer in fine. Je sais pas, tu injectes du plastique. Si tu le fais vraiment bien, avec les derniers moules qui vont bien, avec les formes géométriques les plus complexes qui font que tu es compétitif face au marché émergent, tu es obligé de pousser ton process. Donc, nous, on s'est dit, premier volet, on va compter les morts.
Voilà, tu as des pièces qui sont fabriquées, il faut trier celles qui présentent des défauts que tu peux pas vraiment éviter au fil de l'eau. Ensuite, quand tu fais ça de manière automatisée, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même très souvent encore manuel, tu génères plein de données qui sont hyper intéressantes en fait. Puisque après, c'est tout bête, hein, mais tu sais que la pièce, elle a été inspectée à telle heure. Potentiellement, nous, on a pris des photos pour savoir si elle était bonne ou pas, et cette donnée-là, elle n'existe pas quand tu regardes avec tes mains une pièce. On va voir si elle est bonne ou pas, on va avoir potentiellement la typologie des défauts, etc. Et donc, on s'est dit, cette donnée-là, on va la mettre à disposition de l'industriel pour qu'il puisse dégager des tendances, pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe sur sa ligne, réagir au plus vite, etc. Finalement, mener des actions qui améliorent la production. Donc ça, c'était le deuxième vraiment volet qu'on voulait développer. Et le troisième, là, c'est un petit peu plus un rêve. On n'a pas encore vraiment trop travaillé dessus, même si on a fait quelques tests. Mais en fait, on a pour espoir d'avoir un peu une boucle de rétroaction entre en fait, le processus industriel et la mesure de la qualité en bout de ligne. Et tu vois, nous, on déploie du hardware. Donc en fait, on est en capacité de recevoir les paramètres des machines en amont et du coup, en gros, de piloter limite le processus pour atteindre le meilleur niveau de qualité en sortie. Voilà. Donc ça a toujours été la mission de Scortex. Et donc, on a toujours, si tu veux, discuté avec nos prospects en ayant cette direction en tête. Tu vois. On ne s'est jamais arrêté à on fait juste du tri de pièces en local. Et à la limite, j'ai envie de dire, si ça fait ce qu'on veut ou pas, c'est pas notre problème. Nous, on a toujours dit, il faut remonter ces données-là. Et parfois ça a été compliqué avec les industriels, hein, on en parlera peut-être, mais voilà, les données qui sortent de l'usine, on n'aime pas trop. J'imagine. Et voilà, et nous on a toujours dit, non, on pense qu'il faut que ce truc-là soit connecté dès le départ, parce que en fait c'est la seule possibilité d'améliorer le processus industriel in fine. Voilà. Et c'est ça qu'on pousse depuis maintenant 8 ans. Pour être transparent avec toi, aujourd'hui on est quand même encore un peu sur la première partie qui consiste à bien trier. Voilà aussi parce qu'en fait aujourd'hui trier des pièces c'est pas évident et en fait on a quand même déjà des clients qui avec notre produit arrivent à faire le deuxième volet. Tu vois, j'ai un client qui a réduit son taux de rebut, ce qu'on appelle, donc c'est le pourcentage de pièces qu'il jette sur sa ligne de 7% à 2, tu vois, avec notre produit. Ce qui à l'échelle doit être impressionnant. Énorme. Enfin, quand tu regardes dans l'auto ou même quand tu regardes dans les biens de grande consommation, tu fabriques un nombre de pièces par jour qui est délirant, quoi. Donc en fait, le moindre point gratté, c'est énormément d'avantages pour nos clients, quoi. Et c'est aussi ce qui m'a plu d'appliquer, je dirais, les techniques de machine learning à l'industrie. C'est-à-dire que de la même manière que tu te réjouis d'avoir un demi-point d'AUC de plus, en fait, côté industriel, parce que tu l'appliques sur du volume, ça peut avoir du sens. Et ça, c'était bien aussi d'avoir un peu cette adéquation-là. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas forcément évident, toi, quand tu es dans une équipe machine learning, côté recherche, de faire le lien entre la métrique de ton modèle, l'accuracy, la performance, et où tu es tout content d'avoir optimisé sur tel dataset de test, là où en fait la métrique que ton client cherche à optimiser, c'est pas celle-là. C'est en fait, pas du tout la même. Et c'est là où il y a la notion peut-être de produit derrière. C'est qu'en fait, toi, il va faire, tu vas prendre la prédiction de ton modèle qui fait quelque chose, et s'il est meilleur, tant mieux. Mais en fait, tu vas devoir quand même transformer ça dans une métrique qui fait du sens pour ton client et parce que lui, il doit évangéliser en interne le fait qu'il met de l'IA. Ouais, et puis au-delà même d'évangéliser, tu vois, il doit se convaitre lui déjà avant d'aller convaincre les autres. Et tu vois, moi, la question que les clients me posent le plus, c'est est-ce que ça marche ? Comment on sait que ça marche ? C'est-à-dire, tu as déployé ton système, je le vois en action, j'ai l'impression qu'effectivement, il voit des défauts, il laisse passer des pièces bonnes. Bon, mais est-ce que c'est compétitif ? Est-ce qu'il fait mieux que mon humain ? Et ça, c'est un gros challenge. Et tu as raison, je pense que c'est vraiment la démarche produit qui permet de proposer un truc cohérent à nos clients aujourd'hui. Et comme je te disais au début, ça n'a pas été facile à mener. On a assez vite divergé dans nos manières de faire. Tu peux aussi rapidement tomber dans l'écueil de t'adapter à chaque client sur la métrique. Oui, forcément. Voilà, et potentiellement aussi, du coup, t'écarter d'une forme de standard. Or, l'industrie aime bien les standards. Et nous aussi, parce qu'en fait, si on se met d'accord sur une métrique qui est pertinente, c'est a priori, elle est encore plus pertinente pour ceux qui l'utilisent. Et donc on travaille pas mal là-dessus. Et tu parlais d'accuracy, je pense que c'est intéressant, parce que c'est souvent une métrique qui est mise en avant sur Internet pour dire tel modèle est plus performant qu'un autre. Qui est la plus simple à comprendre, en fait. Qui est la plus simple à comprendre. Hein. Donc pour ceux qui nous écoutent, on est d'accord que c'est le nombre de bonnes réponses sur le nombre de tentatives. Nous, dans l'industrie, tout système qui dit que la pièce est bonne, il a une super accuracy par défaut, quoi. Voilà. Et en fait, ça est inutile. Alors j'avais un prof à l'école qui disait on peut faire des détecteurs de séisme en Moselle, si on dit toujours qu'il n'y aura pas de séisme demain, on va avoir une super accuracy. On a une super accuracy, voilà. J'imagine. Donc c'est pareil chez mes clients, si je dis que toutes leurs pièces sont bonnes,
C'est une super accuracy et pour autant le modèle est pourri, quoi. Ouais. Et ce qui d'ailleurs soulève un problème, et peut-être qu'on en parlera après, mais de la donnée, en fait, parce que vous, le nombre de samples en défaut que vous pouvez collecter qui te permettent d'ailleurs de faire de l'IA, en fait, il est pas forcément énorme. Ouais. Et plus tu as de défauts, t'en as qui arrivent moins souvent que d'autres, donc tu as quand même un vrai problème d'identifier. Enfin, je veux dire, même tes clients n'ont pas forcément accès à cette donnée facilement pour exactement. retrouver les samples. Ouais, et puis si tu veux, quand je commence à dire à nos prospects ou nos clients que ça serait bien qu'ils fassent des défauts, je suis un peu, tu vois, je vais pas dans le sens de ce pourquoi ils sont venus nous voir. Non, mais c'est un vrai point ce que tu dis, et du coup, c'est aussi un des gros shifts technologiques qu'on a fait chez Scortex. Ok. Si tu veux, moi, quand je suis arrivé, donc c'était 2017, si tu veux, on était vraiment sur les modèles supervisés, les réseaux de neurones convolutifs, les gros datasets, les équipes d'annotation. Ouais, carrément. Tu vois, nous, on avait jusqu'à une dizaine d'annotateurs en physique chez nous, parce qu'à l'époque, en plus, toutes les données, on savait pas trop les sortir facilement. Enfin, on parlait J'imagine. peut-être des MLOps, mais on était un peu en galère. Et donc, si tu veux, on avait toutes ces équipes d'annotateurs, on a noté ces datasets, on faisait des modèles d'entraînement supervisés, et puis on détectait les défauts. On faisait de la defect detection. Bon, ça, c'est super. Tu as tes 10 défauts qui étaient gérés, tu les détectes vraiment mais hyper bien, mieux que l'humain, quoi. Puis après, tu as la pièce qui est coupée en deux qui arrive. Et là, il y a le modèle qui te dit pas de souci, ça marche. Parce que ça a été très bien coupé. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. En fait, si tu veux, à un moment donné, on s'est dit, c'est quoi le métier d'opérateur qualité en usine qui contrôle les pièces? C'est effectivement être très précis sur le petit grain, sous la bonne forme, dans le bon angle. Et c'est aussi être capable de dire, cette situation, elle est inhabituelle. Et donc, on a complètement transitionné notre produit. On est passé sur une approche qu'on appelle d'anomaly detection, où en fait, on vient vraiment repérer tout ce qui est étonnant, qui n'a jamais été vu dans le processus industriel. Donc, on apprend la variabilité acceptable et on pointe du doigt tout ce qui s'en éloigne. Et après, charge à l'industriel de dire, ah bah non, mais en fait, ça c'est OK, ça c'est acceptable, etc. Et en fait, de le réinjecter. Et tu parlais des métriques. Bah, nous, en fait, apporter les notions de training, de retraining, de fine-tuning, enfin, tous les trucs un peu techniques, sous la forme d'un produit avec une interface simple à la portée d'un opérateur qualité en usine, c'est aussi notre challenge, quoi. Parce que tu as ce feedback qui est possible. Tu peux récupérer du feedback et en fait, tu peux quasiment que le faire on-site parce que tu as des contraintes de data, etc. Et de toute façon, comme c'était un travail manuel avant, en fait, l'opérateur, c'est le mieux placé aujourd'hui pour dire... C'est lui qui a la connaissance. Voilà, donc il va donner la ground truth et toi, derrière, tu peux te permettre de réentraîner, mais avec vos problématiques qui vous sont propres aujourd'hui. Exactement. Et puis voilà, avec les problématiques de quel est le hardware que tu as sur le terrain, est-ce que tu profites du cloud, parce que la connectivité que j'ai évoquée tout à l'heure, aujourd'hui, elle nous permet aussi de profiter de ça. Ok. Et vous en profitez du coup? Ouais. Aujourd'hui, on est capable donc de faire remonter en fait les données prises sur la ligne, idéalement annotées par les clients et donc les gens qui ont la connaissance. Et derrière, on est capable de rejouer en fait ces scénarios-là. Okay. Donc la puissance que tu avais qui est limitée en embarqué sur ta ligne, bah, tu es capable de la multiplier dans un data center. De dire, je vais tester, je vais faire. Alors, parfois, on fait du grid search. Ça paraît un peu pour tester en fait les nouveaux modèles entraînés. Des hyperparamètres, etc. Ouais. Bon, tu peux pas tout changer. Le focus de ta caméra, typiquement. Compliqué, compliqué. Je te voyais régler tout à l'heure les lumières. Bon, bah, si tu veux changer la lumière, il faudra aller à l'usine, débrancher quelque chose, raccrocher, etc. Et ça, c'est plutôt un problème de drift finalement au niveau des données, etc. C'est encore un autre problème que en plus l'acquisition en elle-même qui est déjà carrément. Et tu vois, alors moi j'étais quand même surpris. Tu vois, les premiers modèles qu'on a mis en production, vraiment, je dirais sur des lignes qui tournent au 3.8, etc. C'était les vraies productions, on va dire que c'était 2019, 2020. C'est rapide finalement quand même. C'était assez rapide, mais c'était le début, tu vois. Et moi je me rappelle, tu vois, je vais à l'usine, on fait un jour de test avec le client. Alors il y a plein de procédures qu'on avait mis en place. Et le client, à la fin de la journée, il était super content, ça marchait au top, tu vois. Et bon, au départ, j'étais un peu anxieux parce que je me suis dit, c'est un peu comme la balance, tu vois, que tu as chez toi, c'est-à-dire elle est étalonnée. Ouais. Mais tu vas pas vérifier quand tu te pèses le matin si elle pèse toujours 1 kg. Non, effectivement, voilà. Je fais pas ça. Ouais. Et moi, si tu veux, j'étais anxieux d'avoir mon client qui m'appelle le matin en me disant, attends, je suis allé voir la machine ce matin, elle fait n'importe quoi, etc. Et ça a été un peu une anxiété. Et en fait, c'était quand même assez robuste. Bon, après, les industriels savent faire aussi, si tu veux. Ils ont plein de techniques, notamment une qui s'appelle le Red Rabbit. En gros, tu fais passer des pièces, mais qui sont connues, juste pour vérifier que tes systèmes sont en fonctionnement. C'est vraiment du calibrage, quoi. Ouais, tu vérifies que 1 vaut 1. Et que... Ouais, c'est ça, que t'as pas trop de régression. Donc, tu fais ça après, de temps en temps, pour t'assurer du truc. Et en fait, j'étais assez surpris que ça tournait assez bien. Donc, c'était pas du tout capable de détecter des nouveaux défauts. C'était pas du tout capable de s'adapter à un niveau de qualité de manière simple. Évidemment. Mais par contre, c'était quand même assez robuste. Et j'étais assez étonné. Et je pense que ça venait aussi de la quantité de données qu'on avait générées, de la quantité de données qu'on avait annotées, et puis du sérieux qu'on avait mis quand même
Ouais, dans mais c'est sûr. la création du modèle, quoi. Mais parce qu'à cette époque-là, vous faisiez du supervise, Voilà. ce qui du coup a changé. Et du coup, aujourd'hui, le non supervisé te réduit quand même l'effort d'annotation. Ah oui, ça, oui, Voilà. considérablement. Il y en a quand même toujours, tu vois. Souvent, je vois des gens qui me disent t'as plus besoin d'annoter. C'est pas vrai, parce qu'en fait, t'as besoin de tester ton modèle. C'est quoi les volumes du coup dans ce cas-là, par rapport à quand tu faisais Alors, vraiment du complètement supervisé? Ouais, complètement supervisé. Si tu as par exemple 10 catégories de défauts, tu vas demander une centaine d'échantillons par catégorie de défauts à ton client. Donc Ok. voilà, déjà, tu es à 1000 pièces défectueuses. Enfin, moi, quand je dis ça à un forgeron en Allemagne, il me dit bah reviens dans 20 ans, je les aurai peut-être, quoi. Bon, ils font de la super qualité, hein, donc ça, c'était un problème. On a essayé de le pallier par plein de tentatives. Tu vois, on a fait par exemple de la synthèse de défauts. Tu vois, Ok. on avait le modèle 3D de la pièce, on avait le modèle 3D de nos systèmes d'acquisition, on avait la capacité de presque rejouer la scène. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va aller modifier le mesh de la 3D de la pièce pour créer cette petite aspérité qu'il y a de temps en temps. Et puis on va simuler l'image qu'aurait pris un système de vision et puis l'intégrer à le Ok. modèle. Donc on a essayé tout ça. C'était pas de la génération du coup avec des GAN, etc. C'était Non. vraiment là de la génération manuelle de. Alors il y avait sur, manuel, il y avait donc c'était du programmatique avec des logiciels de rendering, des choses comme ça. Ok. Bon, en fait, c'était très compliqué parce que si tu veux, à la fin, si même tu étais photoréaliste et que tu arrivais à tromper un humain, tu trompais pas du tout le modèle parce que la statistique de l'endroit où tu prends ta photo, c'est Ok. complètement facilement discriminable de la vraie vie, quoi. Donc ça marchait pas. Bon, là on est en train de réessayer avec les dernières technos un peu à la mode avec de la distillation, ouais. avec des choses comme ça, avec de l'inpainting, avec des choses. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Même si, bon voilà, à l'époque, on avait un peu ces tentatives-là. Avec le non supervisé, aujourd'hui, sur des cas simples, ce qui n'arrive pas dans la vraie vie, tu as des choses qui fonctionnent avec 30 pièces. Tu prends 30 pièces conformes, Ok. tu arrives à avoir des détections qui sont parfaites sur un jeu de test. Donc, parce que du coup là tu dis 30 pièces conformes. Donc, Conformes. c'est-à-dire tu as des pièces qui ne présentent pas de défaut. Exactement. Derrière, ton modèle est capable de savoir quand il y a un défaut, qu'il y a un truc bizarre. Exactement. Il te l'indique, il te le détourne. Enfin, vraiment, tu as des trucs, c'est super performant. Et tu vois, donc il y a des jeux de données publiques, il y a des datasets qui Ouais. existent, qui permettent de montrer ça. Tu vois, on a des approches qui arrivent à faire parfaitement sur le test set à Sur les partir de 30 benchmarks, images. ok. Voilà. Bon, dans la vraie vie, c'est toujours un petit peu plus compliqué. T'es pas aussi bien que dans le dataset public, donc tu as des difficultés, etc. Donc en fait, tu vois que ce nombre de pièces, il augmente. Nous, aujourd'hui, on a des clients, ils vont jusqu'à 1000-1500 pièces conformes pour représenter la variabilité de la ligne de Sauf production. que ça, ils en ont des dizaines de milliers par jour, des pièces Voilà. conformes. Donc, A en fait, priori, c'est ça c'est pas trop l'enjeu, quoi. Après, dès que tu vas faire un retraining, tu te poses quand même la question de dire à quel point j'ai impacté mon modèle. Et c'est là où tu retrouves l'intérêt d'un produit, où typiquement, bah, si jamais tu as pas effectivement changé l'éclairage et le focus de ta caméra, bah, je suis quand même capable de te rejouer sur tes pièces défectueuses des 3 dernières semaines, l'impact que ça a d'ajouter 20 pièces nouvelles de la variabilité nouvelle que tu viens d'avoir Ok. aujourd'hui parce que, je sais pas, il y a un paramètre qui a changé que tu avais jamais mis jusqu'à présent. Et ça c'est super performant, tu vois? Et l'avoir intégré dans le produit, sur la ligne, au plus près des opérateurs, bah, ça le rend cohérent avec les besoins industriels où tu as besoin de produire, quoi. Eh Si tu ben, veux un bien temps sûr. d'arrêt sur une ligne, c'est des C'est euros ça qui qui coûte s'envolent, cher quoi. à la fin. Enfin, Exactement. ouais. Non, je Exactement. comprends. Et du coup, comment ça se passe? C'est quoi un peu. Enfin, après, tu peux peut-être pas nous donner tous les secrets de fabrication, mais comment ça se passe quand, en gros, qu'est-ce que vous installez vraiment Ouais. sur une ligne aujourd'hui? Et c'est quoi un peu les challenges de ça? Parce que, comme tu dis, tu peux pas forcément arrêter une ou je sais pas combien de lignes de prod comme ça. Et en plus, tu dois pas éduquer, tu dois former les Ouais, opérateurs. Et puis, carrément. du coup, j'imagine que le produit a changé. Aujourd'hui, tu donnes plus de feedback. Vous essayez de tacler les autres Ouais. problématiques de votre produit. Donc, comment ça se passe? Alors nous, déjà, le produit, il a un nom, on l'appelle Spark. Ok. En gros, c'est composé de 3 éléments, on va dire. Il y a ce qu'on va appeler la tête de vision. Donc, tu as des caméras, tu as des éclairages. Eux, leur objectif, c'est vraiment de mettre dans les images qui vont être prises de la pièce l'information de défectuosité, quoi. Donc, ça consiste à prendre la surface de la pièce, que le défaut soit visible dans l'image et que les trucs qui sont pas des défauts puissent pas être confondus avec des défauts, quoi. En gros, c'est un peu ça le principe. Après, tu as la puissance de calcul. Donc là, on est vraiment sur alors c'est une box qu'on appelle une boîte, un peu Ok. comme c'est une grosse box, quoi. Dedans, tu vas avoir bien sûr une puissance de calcul. Tu vas aussi avoir un automate. Ça, c'est une pièce super importante dans notre produit parce qu'il permet de travailler ce qu'on appelle temps réel. Ok. Temps réel, ça veut pas dire que tu vas super vite. Ça veut dire que tu es capable de dire ça, c'est une seconde. Donc, tu es capable d'interagir avec des bras robots, avec des actuateurs. Pour cadencer en fait ce qui se passe. Pour interagir avec les autres éléments de la ligne de production. Ok. Exactement. Et donc, on a mis tout ça dans une box qu'on déploie sur la ligne de production. Et il y a à l'intérieur aussi un élément de connectivité pour faire remonter les données. Et le troisième, c'est l'écran. Et l'écran, il est fondamental puisque c'est l'interface avec Ouais, bien sûr. l'humain. On en parlait tout à l'heure avec l'opérateur qui va mettre son savoir-faire de ça, cette pièce est défectueuse, celle-là est conforme. Et donc, on déploie ça sur la ligne de production.
Alors généralement, on a une équipe dédiée à ça. Donc c'est des field application engineers, on appelle ça, Ok. des ingénieurs d'application. Ils vont sur le terrain, ils visent, je dirais, les supports qui vont porter les caméras et les lumières autour de la pièce. Ils vont faire les réglages des caméras pour que les défauts soient visibles, et puis après ils vont former les opérateurs à utiliser l'écran. Et donc là, le client, il est vraiment, enfin en tout cas, on essaie qu'il soit le plus autonome possible. Donc on lui livre une box, il y a déjà un modèle à l'intérieur qui est pré-entraîné. Ok. Par contre, lui, il vient vraiment le réentraîner sur son cas d'usage et potentiellement sur la gamme de référence. Donc, tu as quand même un peu de puissance de calcul dans la box pour Tu as pouvoir la puissance de retrain. calcul. Et d'ailleurs, on est assez content. On a intégré l'année dernière une carte graphique à l'intérieur. Donc, Ouais, voilà. j'imagine. Donc, bon, après, comme d'autres, mais si tu veux, il fut un temps, on avait aussi, on n'avait pas forcément cette puissance de calcul qui aujourd'hui est quand même assez forte Mhm. et qui nous permet de faire des choses vraiment intéressantes, potentiellement avec du réentraînement, des choses comme ça. Donc, Ok. c'est, ouais, il y a une vraie puissance de calcul. Maintenant, encore une fois, on l'a pensé en collaboration avec le cloud et avec Ouais. les data centers qui sont vraiment une échelle qui dépasse largement ce qu'on sera jamais capable de mettre dans cette box sans être Bien sûr. pas rentable économiquement, quoi. Donc vraiment, ouais, il y a ces deux parties qui interagissent et voilà. Et donc on déploie ça chez nos clients, on les forme à utiliser l'interface tu vois, et ça dure entre 1 et 3 jours en fonction de la complexité de la géométrie de la pièce Ok. et un peu de la disponibilité de la production aussi. Ouais, évidemment. Voilà, mais du coup, à la fin, notre objectif, c'est que le client, il puisse faire sans nous. C'est-à-dire que le lendemain, il puisse réentraîner une application. Tu parlais tout à l'heure de dérive de données. Nous, on a des clients, ils réentraînent 3, 4, 5 applications par jour. Parce qu'ils changent de référence, parce qu'ils changent de gamme. On a même des clients, si tu veux, ils font j'allais dire des petites séries. Alors, c'est parfois un peu compliqué. Mais ils vont avoir un système qui est pertinent sur un échantillon de 1000 pièces, tu vois. Ok. Et donc ça, nous, on ne peut pas avoir un data scientist derrière chaque client. Donc, il faut que le produit leur permette ce niveau d'autonomie qui va du réglage des caméras jusqu'à l'acquisition du jeu d'entraînement, jusqu'à l'évaluation de la performance avec les métriques qui sont intelligibles pour eux. Ouais, bien Donc, sûr. dans notre cas, c'est le taux de rebut. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui Ouais. parlent à un industriel, quoi. Et du coup, tu disais, il y a quand même une partie customisation un peu du produit. Enfin, en tout cas, il y en a eu une. On comprend, ne serait-ce que par l'automate, en fait, si tu dois contrôler différentes Ouais, choses, alors là, il y a des standards ou des trucs, mais la maturité est venue de l'identification du bon périmètre. Ok. C'est-à-dire que si tu veux, historiquement, je vais te donner un exemple. Quand le client venait nous voir et qu'il avait besoin de détecter que la pièce passait pour prendre la photo, nous, on se disait, ça va pas nous coûter très cher de lui acheter un capteur laser, de l'installer pour lui et voilà. La réalité, c'est que c'est super compliqué d'installer un capteur laser. Ok. La réalité, c'est qu'après, ton client, sans te dire, il va changer la vitesse du convoyeur, qui fait que la distance que la pièce va parcourir entre le moment où le capteur laser la détecte et le moment où tu prends la photo, ça va changer. Et il sera pas au courant tant qu'il t'aura pas appelé pour te dire ton système Donc, ça détecte doit être les défauts. paramétrable. Donc ça doit être soit paramétrable, soit, et c'est là où il y a l'astuce, pas dans ton périmètre. Ok. Et donc en fait, nous, il y a eu un gros travail produit sur identifier où s'arrête en fait notre produit. Ben, en fait, c'est ça. Parce Voilà. que pour moi, là, tu peux aller en fait sur beaucoup trop de choses. Ou en tout cas, ça peut vous Exactement. rendre votre mission vraiment très compliquée. Exactement. Et en fait, tu es tenté de le faire parce que ton client, il en a envie. Si toi, tu te dis c'est pas forcément cher sur ce client. En fait, la réalité, c'est que c'est une mauvaise interface. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment clarifié ce qui était de notre ressort. On touche pas à la pièce. On détecte pas quand est-ce qu'elle arrive. On te fournit une interface très simple. Et d'ailleurs, là-dessus, pareil, tu vois, au départ, on voulait aller sur les protocoles de communication industrielle les plus fancy, parce que généralement, quand tu rencontres l'early adopter, de la même manière qu'il veut t'essayer, il est incollable sur les protocoles industriels du Forcément, futur. ben, Voilà. bien sûr. Et puis la réalité, c'est que le jour du déploiement, l'automaticien qui arrive, oui, il a vaguement peut-être vu ça à l'école et encore, c'est pas Ok. vraiment live, quoi. Et donc finalement, on en est revenu à des basiques de l'industrie qui fonctionnent depuis des décennies. Et donc, si tu veux, on est sur du contact sec électrique très simple. Tu nous envoies un signal électrique en nous disant c'est maintenant qu'il faut prendre la photo. Et nous, on te garantit à 1 seconde ou un peu moins si tu en as besoin, le retour qualité de manière très simple, bon, pas Ok. bon, quoi. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'ils sont quand même équipés pour te. Enfin, les chaînes de prod sont quand même prévues à cet Ouais. effet pour intégrer ce genre de système, que ce soit le vôtre, en fait, des automates, ou des Exactement. automatismes autres du marché. Quoi. Exactement. Et autant, tu vois, si on allait sur les protocoles industriels complexes, potentiellement, on éliminait une partie des gens. Ouais, Et si tu carrément. reviens vraiment au basique, tu vois, là, pour le coup, tout le monde te comprend. Et tu vois, on parlait des standards tout à l'heure. Et en fait, voilà, là, je dirais la combinaison de l'identification du standard et la maturité d'identifier notre périmètre produit a vraiment été la clé sur ce sujet-là pour bien se positionner, quoi. Ok.
Et est-ce que tu penses, aujourd'hui, vous vendez principalement en France ou vous êtes en Europe ou alors complètement Ouais, alors on international? n'en a pas parlé, mais il y a du coup 3 ans, on s'est fait racheter par un groupe industriel français qui est en fait mondial, hein, Ok. donc qui est présent vraiment dans quasiment, je crois qu'il y a 25 pays, peut-être 26 maintenant. Donc en fait, assez rapidement, il y a 3 ans, on a été propulsé un peu dans différents continents. Aujourd'hui, nous, la réalité, c'est que l'équipe qui va aider le client à tirer le plus de valeur de son produit, elle est quand même plutôt en France. Donc, on se concentre sur la France, Ok. mais en vrai, on a des systèmes un peu partout. Tu vois, on a un système en Chine, un système aux Qui du coup sont États-Unis, au beaucoup Canada. plus autonomes ou alors vous Ouais. débuguez à distance ou Alors, de toute manière, la connectivité nous permet quand même de travailler à distance. Après, on reste dans l'industrie. Il y a un facteur humain qui est énorme et si tu veux, qui est souhaitable. Hein. Enfin, je sais pas si évidemment. tu as suivi Musk avec Tesla, mais il en est revenu de ça. Tu vois, au début, il a fait des lignes de production avec que des robots. Tu vois. Et en fait, il s'est rendu compte que si tu mets pas l'humain au centre, la glue qui fait que toute Ok. cette technologie tourne, c'est compliqué. Donc voilà, nous, on a un peu quand même aujourd'hui des difficultés comme tout le monde à travailler à l'autre bout du monde. Donc on se concentre, on va dire, sur l'Europe. Et évidemment, la France est notre terrain de jeu favori. Ouais, évidemment. Voilà, et puis c'est aussi les sujets voilà, qu'on voit le plus parce qu'on peut aller à l'usine facilement. Mais non, non, on opère dans le monde Ok. entier et ça est permis aussi grâce au groupe qui Ok. a des relais, si tu veux, locaux de gens qui sont tout à fait capables d'opérer Opérer notre ou produit. dépanner le système. Exactement. Ouais, parce que le sens de ma question, c'est aussi, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre des chaînes de production que tu vas avoir en France, de l'industrie française, ou du coup des chaînes de prod que tu vas avoir dans d'autres pays qui, toi, en fait, font que c'est plus dur d'adapter le Ouais, produit c'est une bonne question et si ma réponse va peut-être te faire rire, mais par exemple, aux États-Unis, tout est juste plus gros. Je sais Ok. pas si je sais pas si tu y es allé C'est pas régulièrement. juste parce qu'ils ont pas la même unité de mesure que nous, quoi. C'est Alors vraiment. peut-être que ça a influencé, mais la réalité, c'est que quand tu vas aux États-Unis, toutes les voitures sont plus grosses, tu vois? Et c'est du coup, la technologie est pas fondamentalement différente, mais juste, avec la même puissance d'éclairage, éclairer, plus de surface, c'est plus compliqué, enfin Forcément. et donc en fait, ça paraît un peu bête, mais il y a quand même, une grosse adaptation, Ok. là-dessus. Et puis après sinon, encore une fois, le facteur humain, il est important. Culturellement, on fonctionne pas du tout de la même manière. Technologiquement, on n'est pas du tout, parfois au même niveau non plus. Donc non, non, c'est quand même très différent d'opérer dans des régions différentes. Même si en soi la technologie est agnostique, du terrain. Et je mets de côté, les histoires de 110 volts, aux Ouais, évidemment, non, États-Unis, mais c'était parce que du coup, depuis tout à l'heure, on parlait un peu, voilà, dans l'industrie, tu as des normes, les gens ils bien disent les normes, sûr, etc. Mais sauf qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes, notamment bien entre les sûr. États-Unis et l'Europe. Donc Donc, toi, tu es tout fier, tu as ton marquage CE et puis, tu voilà, arrives aux super. États-Unis et puis non, ça marche pas. Donc non, non, ça fait partie aussi tout le paysage un peu normatif. Après, en France, on est quand même un peu les champions du monde de la norme. Donc généralement, modulo le fait de réarticuler la doc, on est quand même a priori compatible avec, la réglementation en vigueur dans Ok. les pays où on déploie. Et est-ce que du coup, notamment ces normes, c'est une des difficultés de faire une boîte hardware aujourd'hui? Je pense en France, mais en vrai dans le monde entier, parce Mmh. qu'on sait que c'est pas évident de faire une startup une startup ou une entreprise dans le hardware, par rapport à peut-être juste tous les SaaS qu'on peut voir, etc. Comment vous avez vécu, vous, cette difficulté-là, vis-à-vis d'être une boîte quand même principalement hardware, en plus de tout ce que vous faites à côté? Je pense que si aujourd'hui tu savais ce que c'était de lancer une boîte hardware au moment de la lancer, tu le ferais pas. Ah ouais, j'ai déjà entendu cette phrase. J'exagère un peu, mais je pense pas être loin de la vérité. Non, je pense il faut être résilient déjà. Voilà, il y a plein de bugs bêtes dans le hardware. Je dis pas que tu en as pas dans le software, mais l'impact est pas le même. Carrément. Tu as oublié une bague de caméra le jour de ton déploiement où tu as fait 6 heures de train et tu peux pas déployer. Tu as le matériel qui vieillit, qui peut à un moment plus avoir la performance qu'il avait avant. Tu as plein de sujets, effectivement, du hardware qui complexifient. Je dirais ta boucle d'apprentissage, elle est rallongée, mais de manière Hmm. énorme, quoi. Et tu vois, je te disais, on a une carte graphique dans le produit. Ouais. Entre le moment où tu te dis, tiens, j'ai envie qu'il y ait une carte graphique dans le produit, et le moment où tu as vraiment une carte graphique dans le produit marquée CE et qui soit industrialisable, mais enfin, t'as une année, 2 ans, quoi. C'est énorme. Hem et par contre, je pense que tu vois, nous, on a bien utilisé ce que certains appellent un peu le mode pirate. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à faire des prototypes de manière efficace, à avoir dans le design de nos produits hardware une approche itérative dès le début et du coup, on a réussi à apprendre assez vite pour que le produit puisse encore évoluer aujourd'hui. Voilà et moi, c'est vrai que si quelqu'un se lance dans le hardware demain,
je pense qu'il faut qu'il raisonne un peu de la même manière, quoi. S'il pense qu'il va faire le bon produit du premier coup en hardware et que du coup il faut qu'il passe toutes les certifications d'abord avant de produire le premier prototype, je pense que c'est une bêtise, quoi. Tu peux vendre sans ça quand même? Alors, Tu peux en vendre sans les certifs? théorie, tu peux pas, en tout cas en Europe, avoir un utilisateur qui n'est pas de ta société qui utiliserait ton produit. Ok. Voilà. En gros, si tu veux, quand tu achètes un produit dans le commerce, il est marqué CE. Ouais. Voilà, ça veut dire D'accord. que tu lui as fait passer un certain nombre de tests qui font qu'il va pas te faire du mal, quoi. Et donc en théorie, non, tu ne peux pas le faire. Voilà. Après, il y a la théorie. Puis, Et il y y a a le la mode pratique. pirate. Voilà, c'est ça. Non, après, tu vois, typiquement, je t'ai dit, on s'est fait racheter par un groupe. Bah, nous, ça a été super important de pouvoir mettre au point notre produit via les équipes opérationnelles de ce groupe-là. Et ça a été un vrai accélérateur aussi pour notre développement, tu vois. Parce que du coup, tu es capable d'aller tester des choses, tu vois, tu es la même entité, sur le terrain, sur des vraies pièces. Et ça a été vraiment un accélérateur. Ok. Oui, parce que bon, enfin, vous avez déjà toutes ces problématiques hardware. Et si on revient un peu sur les problématiques ML, Ouais. du coup, enfin, vous avez quand même ça a toujours été une des parties du produit. La deuxième, c'était un peu la remontée de données. Et la première, Ouais. c'était quand même de faire des algos de détection du coup, Exact. de défauts. C'est combien de personnes aujourd'hui qui développent ces algos? Comment ça évolue au fil du temps? Est-ce que tu as appris des trucs un peu sur quel type de profil doit travailler sur ce genre de projet, qui est au bon endroit? Je crois que vous avez quand même eu à des moments une cellule un peu de recherche, une Ouais. cellule de prod, Exact. parce qu'en plus vous avez l'intégration avec le produit. Comment ça se passe un peu? Ouais, alors on est passé par plein de modèles différents. Ce qui est vrai, c'est que le cliché du data scientist ou du machine learning engineer qui, si tu veux, sait faire du dev mais n'est pas un dev, hein, donc va te faire du dev qui va pas être réemployable au sens produit du terme, ça c'est une réalité, tu vois. Et moi, j'étais le premier contributeur de Jupyter Notebook terrible. Tu as Qui été sont... stagiaire chez Ouais, Scortex, donc déjà, et j'ai voilà. peut-être un peu fait durer d'ailleurs là-dessus. Donc non, effectivement, tu as une population de gens qui vont principalement plutôt, je dirais, être sensibles aux maths appliquées, à de l'algorithmique, voilà, qui vont utiliser Python comme un langage pour parler avec un ordinateur, plus que de faire vraiment de l'ingénierie logicielle. Ouais, carrément. Et donc, si tu veux, nous, historiquement, ça a toujours été très compliqué de faire passer l'idée de la recherche ou tu vois, le papier de recherche, l'implémentation qui marche bien, jusque sur la ligne de production. Et au départ, on avait des équipes un petit peu silotées. Ça a été aussi d'ailleurs une de mes envies de prendre la direction technique de Scortex à un D'accord, moment, ok. c'était de casser ces silos. Et donc, on a fait une grosse équipe technique et on a mélangé en fait les compétences techniques au sein d'équipes qui étaient du coup pluridisciplinaires. Et qui étaient du coup, tu as un machine learning engineer, un software, un front-end, une designer, tous ensemble avec le même objectif. Et du coup, déjà, ils apportent je dirais, la solution technique pertinente au problème Mhm. sans que ça soit trop biaisé par leur expertise. Enfin, typiquement, tu demandes à des softés de te faire une solution à un problème, ils vont te faire un logiciel. C'est pas toujours adapté. Ah ouais. Et donc, voilà, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fonctionne. On a des petites équipes de 6, quoi, où il y a un product manager, un product designer et puis on va dire un lead technique et des contributeurs individuels. Et ils réfléchissent ensemble à un objectif produit tech qu'on leur a confié et ils développent de la fonctionnalité directement avec le chercheur inclus dedans. Tu vois. Ok, Ce qui n'empêche pas le chercheur de faire des activités de recherche classiques, de la évidemment. veille, voilà, d'aller Vous à des publiez un conférences. peu? Vous avez Alors, déjà on a fait? publié, ouais. On a Ok, trop bien. publié, alors pas récemment parce on a un petit peu réduit la voilure sur le nombre de personnes côté recherche en machine Ah, puis ça learning. prend du temps, ça aussi. Ça prend du temps. Bon, il se trouve que publier, c'est compliqué. Ça demande des gros efforts de rédaction. Voilà. Mais après, non, on a publié. En fait, c'est hyper sain, même pour une organisation, tu vois, parce que ça confronte ton travail à un jugement que pourraient porter des gens à l'extérieur. Ah, c'est Et clair. donc, en fait, ça t'incite aussi à baquer tes résultats et à t'assurer que tu racontes pas n'importe quoi. Donc, ça a un effet quand même vraiment salvateur. Après, voilà, faire derrière la communication autour du papier, essayer de capitaliser dessus, c'est potentiellement déjà un autre sujet. Mais ouais, nous, on a déjà publié, pas toujours dans des grandes confs ou dans Ouais, des j'imagine que vous revues, n'étiez mais pas dans Nature non plus, mais après, ça peut te voilà, permettre de présenter à des conférences, exactement. que ce soit Exactement. Et CVPR tu ou vois, moi, autre. j'ai toujours trouvé qu'on n'était pas assez connecté, je dirais, à la Ok, sphère de la recherche au sens réseau du terme. Alors, bien sûr, on a tous nos radars, comme tout le monde, sur bien les sûr. papiers publiés et les résultats des confs. Mais je pense voilà, qu'on gagnerait à être encore plus interconnecté, tu vois, Mais en tant avec les sphères qu'acteur, clés. quoi. On pourra Ouais, vraiment en bah, fait aller physiquement un peu échanger avec les gens. Et exactement, bon, après, exactement. Et tu vois, chacun. il existe le modèle des conférences internationales où tu vas, tu rencontres les gens, tu discutes autour des posters. Et ça, c'est un format qui est vraiment super. Et on a régulièrement, je dirais, eu un peu des avancées dans notre produit qui étaient dues à ces périodes où, si tu veux, tu prends un peu de recul, tu vas loin C'est clair. de la ligne, mais où tu réfléchis différemment, quoi. Mm. Donc voilà. Et aujourd'hui, si tu veux, on a, pour répondre à ta question un peu de manière chiffrée,
On a 2 personnes en temps plein qui font que du machine learning sur la recherche. Ok. On a 2 stagiaires qui les accompagnent avec toujours un duo stagiaire encadrant qui est très sain en termes de créativité, etc. Et puis on a ce qu'on appelle un Customer Facing Machine Learning Engineer. Alors c'est un nom un peu Pas mal barbare, celui-là. voilà. Mais ça, c'est le gars qui va vraiment se casser la tête sur le problème du client qui dit que ça marche pas et qui pense que c'est à cause de la partie algorithmique. Voilà. Ok. Du coup, c'est son rôle de comprendre justement est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est l'algo ou Exactement. est-ce que c'est le hardware qui est Exactement. défaillant. C'est Exactement. pas évident. Et c'est pas évident, tu vois, typiquement, parfois ton modèle, effectivement, il performe pas bien, mais parfois, en fait, il y a pas le défaut dans l'image, donc en fait, c'est un problème de système de vision. Et être capable de faire, si tu veux, ce diagnostic, c'est déjà complexe. Et souvent, alors je sais pas si c'est le traitement de la chaîne d'information, mais on va dire que c'est souvent le machine learning engineer qui est en dernier dans la chaîne. Ok. Et du coup, c'est un peu systématiquement sur lui que ça retombe de Forcément. rerouter le problème, si tu veux, et de potentiellement prouver que c'est pas à ce niveau-là ou que c'est en amont dans la chaîne d'info, quoi. Ok. Voilà. Et puis parfois, en fait, tu reviens vers le client, tu lui dis ah bah oui, en fait, on a bien regardé, mais c'est de votre côté, le convoyeur a été baissé de 2 centimètres, alors c'est flou. Mais Pas mal. voilà, ça c'est à la limite quand on en est là, on est plutôt content parce que généralement c'est T'arrives des plutôt bugs. avec des bonnes nouvelles. Ouais, quoi. et puis T'arrives c'est avec des solutions. en tout voilà, cas. tu peux corriger le truc et ça repart comme c'était, quoi. Alors Ok. parfois, tu as des trucs, effectivement, quand tu as un défaut qui est pas vu et que c'est vraiment dans, je sais pas, les features extraites par le modèle de l'image, là, c'est quand même potentiellement. Faut aller le débugger quand même. le Ouais, truc, ça peut être très compliqué. Et tu vois, c'est un des reproches qu'on fait souvent au machine learning et au deep learning en particulier, du côté un peu black box, quoi, où en fait, tu as une décision qui est prise et tu pas forcément capable de la motiver. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, le parallèle avec l'humain est quand même souvent vrai aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'humain, tu lui dis pourquoi cette pièce-là est défectueuse et qu'il te dit quelque chose que ce truc-là est rationnel ou Ah répond à quelque d'ailleurs, on le chose. voit. Enfin, à partir où tu as fait de la notation, tu te rends compte que c'est très subjectif en Exactement. réalité. Et tu vois tous les clients qui me disent mais du coup c'est black box. Oui, en fait la première mais, boîte noire que vous avez c'est l'opérateur sur la ligne. Quoi. Exactement. Ouais. C'est un peu l'enfer. Il faut se battre. Enfin, même ça, c'est un truc d'éducation et d'évangélisation de fou. Exactement. Et du coup, par rapport à parce qu'aujourd'hui, vous avez un produit qui fonctionne, qui est déployé. Donc, en termes d'algo, vous avez des choses déployées qui fonctionnent. Qu'est-ce que tu recherches si tu dois embaucher quelqu'un demain avec des skills data science, que tu recherches les mêmes qu'un data scientist en fait il y a 5 ans, que les tiennes quand toi t'es rentré? Parce que du coup, tu as différents postes en fait. Enfin, c'est pas vraiment de la pure data science. En plus, il y a de la recherche et du produit. Ouais. Qu'est-ce que tu attends d'un data scientist aujourd'hui? Ouais, bon, après, je pense qu'il y a des règles qui sont toujours vraies, tu vois. Je sais quand j'étais encore étudiant, on parlait souvent d'un triptyque sur le data scientist, tu vois. On disait qu'il fallait que ça soit un bon technicien, qui soit à l'écoute du problème métier, et qui sache potentiellement expliquer autour. Moi, c'est vrai qu'un data scientist, aujourd'hui, je valorise quand même peut-être encore plus qu'avant sa capacité de communication et Ok. d'interaction. Tu vois, j'ai rencontré des gens, j'en ai même recruté qui sont des experts absolus, mais ils n'ont pas forcément, du coup, une interconnexion avec la partie logicielle ou la partie design ou avec le client qui permet, en fait, à ces technologies-là d'arriver dans le vrai monde, tu vois. Et c'est un petit peu aussi, moi, ce que je pousse chez Scortex, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as une meilleure AUC mais que ton client il le perçoit pas, ou que ton client il est pas content ou que ça lui apporte pas satisfaction, en fait tout ça est vain, quoi. Ouais. Et souvent les bonnes idées viennent de l'interaction entre entre tout le monde, entre le technicien, entre le client, entre la personne qui fait le produit, voilà. Et voilà, et c'est vrai que je mets peut-être encore plus l'accent aujourd'hui sur les soft skills, enfin, sur vraiment, tu sais, Ok. la capacité à interagir. Voilà, je pense que après il faut bien sûr de tout pour faire un monde, mais en tout cas, Bien sûr. aujourd'hui, j'essaie d'équilibrer, tu vois, dans les ingénieurs que je recrute pour du machine learning, j'essaie de pas juste prendre des brutasses, ce qui est évidemment toujours bien, mais de prendre des gens qui sont capables aussi De comprendre les problématiques clients. voilà, de les partager, de les expliquer, d'aider à faire une direction commune, d'embarquer les développeurs dans la suite. Voilà, ça c'est important. Ça fait d'ailleurs, alors c'est un message peut-être que je passe, mais c'est vrai que nous aujourd'hui, maintenant que j'ai repris la direction générale, je pense qu'il va se poser la question d'une direction technique et où typiquement, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui soit très fort en machine learning, mais surtout qui soit capable derrière de créer de la cohésion et du lien entre toutes les verticales techniques qu'on a chez nous. Sachant que chez nous, on va faire le matin, on va faire de l'optique, après on va faire du réseau, après on va faire du front-end, après on va faire du machine learning. Voilà, et être capable de faire ce lien, c'est vraiment aujourd'hui Ok. voilà, ce que je cherche. Et d'ailleurs, on cherche souvent des gens qui ont vraiment une capacité de faire la démarche produit, quoi, si tu veux. Même quand tu es dev, même quand tu es chercheur. Ouais, c'est voilà, important. c'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai pas
pas forcément compris que vous aviez personne aujourd'hui en directeur technique, mais du coup, c'est Du bien. coup, Enfin, tu peux en voilà, profiter, c'est un j'ai peu un encore la appel. casquette. Après, aujourd'hui, ça se limite à, on va dire, la rédaction du document technique du crédit impôt recherche et au Ce qui est pas recrutement. du tout la partie la plus cool d'ailleurs. Non. Pour l'avoir fait aussi, D'ailleurs, faudrait pas que je dise ça va démotiver les éventuels candidats. Non, mais c'est vrai, voilà, après, on a un mode de fonctionnement où vraiment on donne énormément d'autonomie à ceux qui développent le produit. Donc aujourd'hui, n'importe quel contributeur individuel technique, il peut aller pousser son idée jusqu'à la ligne. Donc si tu veux, je suis pas du tout dans un mode de direction technique où si tu veux, les gars viennent me demander l'autorisation de pousser un truc. Ouais, bien sûr. Bah, voilà. puis de toute façon, enfin, vous n'êtes pas à 500 non plus, donc tu peux pas Non, te en le plus. permettre. Non, même si alors je les ai jamais rencontrés directement, mais je sais qu'il y a quelques CTO qui sont connus pour être de toutes les pull requests, même quand on est J'en connais 100 ou 200. aussi, j'en connais aussi quelques-uns. Ce n'est pas moi, Voilà, disclaimer, et mais j'en ai entendu parler Je suis surpris aussi. que ça marche, mais il paraît que ça marche. Donc, Ouais, je pense que les gens ne dorment pas, mais ouais, c'est un ça. autre sujet. Et du coup, c'est quoi le split entre développeurs, disons traditionnels, Ouais. et vous aussi un peu développeurs peut-être sur les sujets hardware, et la partie ML? Ouais, je dirais, je pense qu'en ratio, on est sur un trio, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir un back-end, un front-end et un machine learning engineer, quoi. Ok. Voilà, Donc en ça, gros, c'est t'as le un bon tiers équilibre. d'IA dans l'équipe. Exactement. Exactement. Et je pense que c'est le bon ratio. Enfin, aujourd'hui, on en est assez content. Voilà. Et puis après, un autre point, mais je pense qu'il faut pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis content qu'on soit pas trop nombreux. Ok. En fait, je trouve qu'on vaut mieux recruter des gens vraiment, vraiment de qualité et les faire travailler en petits groupes En synergie avec tout le monde. que ouais. de passer une certaine échelle qui nécessite un niveau de communication bien sûr. voilà, qui fait que ça. Enfin, bon, ça. Il y a eu un moment où j'avais l'impression que ça s'était un peu grippé pour ça. Et finalement, on a un peu réduit la voilure en termes de nombre de personnes. Et aujourd'hui, c'est. C'est vachement bien à savoir. Enfin, Ouais. pour le coup, c'est un super alors retour que. d'expérience. hein. Et puis, tu vois, moi, je vois un écueil classique, même des gens qui postulent, qui me disent alors, c'est quoi l'effectif Est-ce que vous allez scaler Mais tu sais, scaler au sens du nombre de personnes. La réalité, c'est que le scale au nombre de personnes, c'est jamais une Non, métrique toi, du si succès. derrière, quoi. justement, tu optimises tes process, en fait, Voilà. tu peux faire en sorte que la Bon. contribution de chaque personne fasse x10 plutôt que de recruter x10 de personnes. C'est ça. Pour, Bon, alors depuis, il y a des gens comme Cursor qui sont arrivés à 50 et qui ont fait ce qu'il fallait pour prouver au monde que c'était ouais. pas le cas. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas très longtemps, c'était quand même très regardé, alors que pour moi, c'était pas un Ouais, élément je en suis soi d'accord. positif de l'organisation. Non, c'est clair. Et on parlait tout à l'heure d'un truc intéressant, parce que je voulais que tu nous parles un peu des problématiques que vous pouvez avoir d'un point de vue ML. Genre, c'est quoi votre challenge aujourd'hui? Mais tu as Ouais. dit, oui, il y a quand même un sujet, c'est l'explicabilité. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Pour moi, il y a très peu de choses qui ont bougé en explicabilité. Ouais. Alors après, vous, de ce que je connais un peu comme de l'anomaly detection, en fait, tu as presque de l'explicabilité by design de comment te donne le truc, parce que Ouais. tu récupères une heatmap de ta prédiction, etc. Est-ce que c'est quand même des sujets que vous regardez, que vous faites de la recherche dessus? Est-ce que c'est Non. important pour vous? Alors, c'est probablement important, mais non, aujourd'hui, on n'investit pas dessus. Ok. Je pense que ça nécessiterait beaucoup d'efforts pour un résultat que, pour l'instant, j'ambitionne comme C'est pas un moyen. requirement pour vous, en tout cas, il n'y a pas trop de sujets. Non, en fait, les gens savent quand tu leur mènes une démarche statistique et être rationnel. Donc, quand tu viens Ok. leur expliquer en pourcentage de taux de défaut, en pourcentage de défauts attrapés, et que tu prouves que c'est potentiellement mieux que le contrôle manuel, je dirais ça c'est suffisant. Tu Il vois. n'y a pas le problème de la black box, du coup. Ben non, ça sort un petit peu de ce truc-là. En fait, tu arrives à prouver la valeur avec une approche statistique. Ok. Et en fait, on est un peu obligé, c'est-à-dire que tu trouveras toujours le contre-exemple qui fait que ton modèle marche pas. Enfin, à l'époque, tu sais, il y avait toujours les modèles adverses. Tu faisais des attaques adversaires, tu sais, tu avais ce cas de la voiture autonome qui filmait la voiture de devant, puis il y avait une pub où c'était autre chose qu'une voiture, et tu vois, ça buguait. C'est un truc qu'on dit toujours aujourd'hui, d'ailleurs, c'est si tu as quelqu'un qui porte un t-shirt avec un panneau stop, la Voilà. voiture elle va s'arrêter et c'est pas quelque chose qui peut être solve. Exactement. Et donc, si tu veux, tu pourras toujours le faire. Mais une fois que ça, tu es conscient de ça, et que tu te dis, en fait, de toute manière, ce qui va faire que mon client achète, c'est qu'il a un retour sur investissement plus que ta capacité à lui expliquer ce défaut-là en particulier, pourquoi tu l'as pas vu, ça se passe assez bien, quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'avoue, on a un peu remplacé, je dirais, les recherches sur ce sujet-là par de la pédagogie assez simple, comme on a fait Ok. au début, là, en parlant de la black box, qui est l'opérateur, etc. Et voilà, pour l'instant, le message résonne suffisamment pour que ça soit pas, tant mieux. Enfin, pas une priorité pour nous. Ok. Non, mais je pose la question même par curiosité, parce que nous, c'est des sujets qu'on a, en fait, des fois, on va en avoir besoin, et je trouve que le domaine a vraiment pas du tout évolué, et du coup, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir Ouais. si jamais il y avait des gens qui avaient réussi un peu à craquer le truc autre que sur de la classif d'image, quoi, mais... Non, pas trop. Après, on a quand même quelques trucs, tu vois. Par exemple, sur des défauts manqués, c'est vrai qu'on a envie de comprendre quel est le jeu de données, ou quel est le point de données qui a fait qu'on avait pris cette décision-là. On arrive à faire un petit peu
c'est pas vraiment de l'explicabilité, si tu veux, mais c'est presque du debug, quoi. C'est-à-dire que tu arrives à retrouver potentiellement du bruit dans ton jeu de données qui aurait pu mener à la décision. Et donc, C'est tu es déjà pas capable mal. de le nettoyer. Tout ça va dans le sens de, tu sais, de ce qu'on appelle le data centrisme, hein, c'est-à-dire Carrément. plutôt que d'améliorer ton modèle, tu améliores ton jeu de données d'entrée. Ça paye de manière évidente, quoi. Donc voilà, on a ce genre de truc, mais on est loin de l'explicabilité, si tu veux. Ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as effectivement, avec un mouchard, tracé la donnée qui faisait que tu prenais la mauvaise décision, que tu l'as éliminée, c'est pas pour autant que tu es en capacité d'expliquer à ton client que pourquoi est-ce que ce C'est point de deux choses données avait différentes. induit cette décision. Et surtout que là, ce que tu décris, le debugging, genre vraiment remonter à la root cause Ouais. de quel est en fait le sample dans mon set d'entraînement qui fait qu'il a pris la mauvaise décision. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu sur du machine learning. En gros, des personnes, c'est chez Criteo qu'ils avaient fait un système pour remonter dans les tables, genre la database, quelles étaient vraiment les cellules ou les lignes qui avaient fait foirer le modèle, ce que je trouvais impressionnant, parce que c'est pas évident. Qu'est-ce que ça... Et effectivement, c'est cette approche data-centric qui te permet en fait d'itérer là-dessus et d'être meilleur. Combien de temps ça vous a pris? Parce que je pense que quand tu commences à développer des solutions ML, en fait, t'es pas du tout cette optique-là, t'es un peu modèle-centrique et puis c'était pas la mode forcément il y a 5 ans, sauf qu'aujourd'hui vous êtes peut-être rendu compte qu'en fait c'était quand même un des facteurs d'amélioration je du pense modèle que principal. nous, on a quand même eu la chance enfin, c'était une contrainte du problème assez vite, en fait. Ok. Parce que tes clients, même si potentiellement la pièce conforme leur coûte pas cher, il se trouve qu'à l'époque, on avait besoin des pièces défectueuses. Et donc, très vite, tu fais avec peu de données. Donc, en Ouais. fait, et puis à partir du moment où toi, t'es pas en capacité d'annoter de la donnée, en fait, tout de suite, tu te dis, OK, j'ai peut-être vraiment mieux à faire à travailler sur la donnée que j'ai déjà et à améliorer clair. la qualité qu'à aller voir les modèles. Je pense que c'est moins vrai dans des secteurs où tu te dis que tu peux annoter toi-même. Je pense par exemple je sais pas, à la voiture autonome ou même l'object Ouais, classification nous, on générique, voit tu que vois. ça, bien sûr, enfin que ce Je soit me de dis, t'es toujours l'inspection. tenté de te dire, vas-y, je double mon investissement sur de la notation, plus de données, je vais améliorer ma Bah, perf. nous, c'est quelque chose, enfin, c'est même pas notre cœur de métier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, mais malgré tout, il y a le faire et juste rajouter plus de données en espérant que ça améliore quelque chose, et il y a essayer d'en faire quand même le minimum pour que les efforts d'annotation qui peuvent vraiment coûter cher, ça reste quand même à des tailles qui sont gérables, Ouais. quoi, parce que c'est l'enfer. Et tu vois, l'effort d'annotation, c'est encore un sujet d'actualité énorme, quoi. Tu vois, on a récemment décidé d'investir dans un outil d'annotation parce que, comme tout le monde, à 8 ans, on avait développé le nôtre. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, OK, il y a des boîtes avec 100 développeurs qui font que ça, c'est peut-être mieux. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute manière, je pense qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Et ça, c'est peut-être un message d'ailleurs pour les data scientists qui nous écoutent, mais allez annoter, quoi. Allez regarder la donnée. Enfin, aujourd'hui, juste vous dire, j'ai le dataset qui m'arrive dans ma boîte mail, je le mets en entrée de mes systèmes qui vont trouver mes paramètres et qui me donnent les métriques. Enfin, franchement, c'est pas comme ça que vous allez résoudre des vrais problèmes, quoi. Surtout en vision par ordinateur. Surtout en pour le vision coup. par ordinateur. Et c'est la chance qu'on a aussi, et c'est un des trucs qui m'a fait aller dans ce domaine, c'est on peut regarder la donnée. Ouais, c'est palpable, Bah malgré ouais. tout. Malgré cette black box, tu peux quand Exactement, même. tu peux quand même afficher la donnée d'entrée, Ouais. tu peux avoir une opinion dessus. T'as tu des vois. intuitions. C'est pas vrai quand tu vas regarder, je sais pas, même des signaux radar, des trucs parfois. Alors, et encore, là, tu peux avoir un peu des affichages visuels, mais tu as quand même plein de données qui n'est pas aujourd'hui lisible de manière simple. Tu prends Les corpus, même le texte, hein, aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, on a cette chance-là. Donc, particulièrement en computer vision, on va vraiment aller voir vos données, quoi. Aller regarder la notation, aller les challenger, et honnêtement, ça paye, quoi. Ouais, c'est Ça clair. paye en perf. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que, parce qu'il y a, comment dire, vous comme nous, en fait, on est assez old school sur les techniques, c'est des choses qui étaient assez traditionnelles. Enfin voilà, on a fait pas mal de supervisés. Enfin, vous en avez fait pas mal à l'époque. Nous, c'est vrai qu'on en fait toujours pas mal. Est-ce qu'aujourd'hui, côté Gen AI, justement, avec toutes les nouvelles approches finalement qui existent, que ce soit la partie générative, mais peut-être même prédictive, même si je trouve, on n'est pas encore sur des systèmes aussi aboutis ou en termes de performance, en tout cas, que ce qui existe. Mais est-ce que vous voyez des trucs où vous vous dites, il faut quand même qu'on s'y intéresse parce qu'en fait, ça va résoudre des problèmes qu'on a, ou alors il y a quand même des approches intéressantes. Est-ce que tu y crois, en fait, tout simplement? Ouais, alors c'est une réflexion que je continue de mener. J'ai pas complètement abouti sur la réflexion. Je pense qu'une des particularités, en fait, si tu veux, quand on parle de ces modèles génératifs, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que c'est tellement hype qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent et qui développent très vite des produits très bien autour de ces technos-là. Et tu vois, aujourd'hui, je suis encore impressionné de voir le bond en avant qu'on a fait sur la capacité à lire des documents pourris en PDF, pas du tout Là, tu as organisés. 2 OCR en plus de Voilà. qui viennent de sortir, Tu sur as vu NVIDIA et voilà, Mistral. c'est ça. Ouais, bien sûr, Donc j'ai ça, vu on parle de l'actualité d'aujourd'hui. complètement. Et si tu veux, moi je me dis, c'est au-delà de la capacité intrinsèque de ces modèles, je trouve qu'aujourd'hui, la mise à disposition de ces technos-là est hallucinante, quoi. Aujourd'hui, je compte plus le nombre d'applications où tu peux interroger ces modèles-là sur des types de données complètement exotiques.
chose que tu pouvais pas du tout faire il y a encore quelques Ouais, et années. en fait, ça agit comme wrappeur. Finalement, tout est wrappé maintenant Exactement. et tu te poses plus trop la Et question. du coup, tu vois, je pense que ça te donne accès pour un même modèle à une vraie multimodalité, tu vois, au sens de tu as des formats de données différents que tu viens combiner. Alors après, le challenge qu'on a des acteurs comme nous, c'est de réussir à faire cohabiter dans un espace un peu latent des choses Ouais, ouais. qui ont du sens respectivement dans leur modalité, si tu veux. Donc ça, c'est le challenge sur lequel C'est un des on challengers travaille. robotiques d'ailleurs, sur Exactement. les modèles d'action qui doivent en fait vraiment passer dans un espace latent, tout ce qui voit des caméras et aussi tout ce qu'ils vont derrière transmettre au moteur et arriver à faire ça, c'est un des challenges principaux. Exactement. Et du coup, si tu veux, en tout cas, je vois aujourd'hui un nombre de produits accessibles à mes équipes qui est énorme pour aller mettre ensemble ces données-là, Ok. indépendamment, je dirais, des travaux de GenAI ou des modèles en particulier, quoi. Voilà. Après, est-ce que ça paye en termes de perf aujourd'hui? Nous, on n'y est pas encore. Ok. On passe du temps dessus déjà parce que on est des ingénieurs qui aiment bien la tech, et donc ça nous intéresse. On essaie Forcément. de se garder au courant. Il y a peut-être aussi un petit peu de ce qu'on appelle fear of missing out, quoi. T'as Mais envie d'en être s'il y a vraiment un évidemment. truc qui sort. Bon, après, la réalité, c'est que de toute manière, depuis qu'on a commencé chez Scortex, si tu as plus de papiers qui sortent sur un sujet que ta capacité à les lire. Donc, de toute Ouais. manière, et à un moment, on fait des paris. Là, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce type de techno-là, mais vraiment, j'y dirais. Sur le multimodal, tu veux dire? Ouais, ou même sur du modèle de langage, tu vois. On Ok. essaie. Alors, je pourrais pas trop donner de secret sauce, tu Non, vois, mais mais tu pourrais imaginer que ton opérateur, plutôt que de faire passer des échantillons, bah, en fait, il te décrit comment il inspecte les pièces et potentiellement, tu es capable de tirer parti de ça. Pour l'instant, c'est un peu du rêve, mais ça va tellement vite. surtout qu'au final, on dit depuis tout à l'heure, vous êtes quand même une boîte de produits et en fait, t'es pas obligé d'apporter la GenAI dans le modèle qui fait ta prédiction. Exactement. En fait, c'est des technos que tu peux mettre à plein d'endroits dans ta chaîne Exactement. de valeur, vous sur la formation des personnes, Exactement. comprendre l'opérateur, le débugger, peut-être. Enfin, il y a énormément de use cases en fait. qui s'offrent à Exactement. vous. Et tu vois, je vais rester très simple, mais un des premiers cas d'usage qu'on a eu, c'est les traductions des interfaces. Bah ouais, évidemment. Et tu vois, il y a plein de pays, alors tu serais surpris, mais même tu vois, en Belgique, par exemple, bah, on a des systèmes là-bas, bah, tu es obligé de traduire ton produit en néerlandais, tu vois. C'est une obligation légale. Ok, non, par contre, je savais pas que c'était une obligation. Ouais, c'est une obligation. Alors, j'ai vu récemment un article aussi de la société de transport en train belge, où il y avait une histoire parce que la personne avait annoncé le quai d'abord en français ou en néerlandais, je sais plus dans Ok. quel ordre. Donc vraiment, ils sont très attachés à ça. Et donc aujourd'hui, nous, c'est vrai que c'est un effort, hein. Si tu veux, si tu remets ça il y a 5 ans, tu es obligé de passer par une boîte de prestations qui te fait la traduction technique d'un produit super compliqué. Là, aujourd'hui, c'est nos clients qui font la revue, si tu veux, des Ouais, au traductions pire, ils faites. disent s'il y a un problème, mais Exactement. c'est que ils comprennent pas. Mais... Exactement. Et en fait, ça, c'est d'une efficacité, mais Non, c'est clair. c'est hallucinant. Et puis surtout, on parle produit, donc on parle mise à jour. Donc en fait, la traduction, c'est pas juste un one shot, quoi. Tu as besoin d'y revenir Ouais, puis à c'est chaque release. potentiellement tout ton guide d'utilisation, ça va être plein Donc, de... je partage pas un secret industriel en disant qu'on utilise de la GenAI pour la traduction, Je- mais je reconnais que ça est quand même, en tout cas dans notre cas à nous, salvateur, quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, en termes de pur... si on prend vraiment la partie ML, qu'est-ce qui est dur dans ce que vous faites encore aujourd'hui? Ben, je dirais, ce qui est dur, c'est d'essayer de faire la même chose avec toujours moins de données. Ok, donc c'est vraiment une métrique que vous cherchez à optimiser, c'est quand Ouais, même un peu nos clients aujourd'hui, si tu veux, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que même si tu arrives à faire quelque chose aujourd'hui dans l'industrie, le fait de le faire de manière plus efficiente te donne la compétitivité qui fait que demain, tu seras l'acteur qu'on ira voir pour acheter la pièce. Et donc, ça se passe aussi au niveau de nos modèles, quoi. C'est-à-dire que le moins de données d'entrée tu as besoin de fournir pour que le modèle fonctionne, le plus compétitif tu es. Et puis, la réalité aussi, c'est que être un peu avare des données en entrée, ça te permet d'itérer. Donc ça te permet de rapidement réagir et ça t'évite de tomber dans des cycles de développement, de projets ou qui n'aboutissent pas parce que tu as besoin de faire des erreurs, tu vois. Et je te voyais tout à l'heure régler un peu les lumières dans la salle pour l'enregistrement. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que notre capacité à rapidement montrer que ça marche pas pour après faire une itération sur le réglage des lumières, c'est hyper important. Et donc voilà, ça reste quand même le nerf de la guerre que de faire ce qu'on fait, mais avec encore moins de données, quoi. Ok. Voilà, l'idéal, alors je sais pas si ça arrivera un jour, mais c'est effectivement d'être capable d'inspecter la première pièce produite, le prototype, si tu veux, d'une pièce automobile. Ça il n'y est pas encore. Mais ça serait effectivement génial d'en arriver là. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, je dirais, c'est aussi effectivement de pouvoir rapidement ajuster le comportement de ton modèle de manière éclairée. Je te donne D'accord. un exemple. Aujourd'hui, un industriel, même s'il fabrique tout le temps la même pièce, potentiellement il va avoir 3 clients.
chaque client a son niveau de qualité attendu. C'est vrai. Niveau de qualité attendu qui peut dépendre d'un contexte qui est même pas forcément le contrat qui avait été signé au départ. Tu vois, genre il a une réclamation client, il a quelque chose, il va dire bah voilà, temporairement j'ai besoin qu'on fasse un extra effort sur la qualité perçue des pièces. Et donc voilà, être capable aussi de proposer un produit qui s'ajuste dans son comportement de manière rapide, c'est-à-dire en fournissant peu d'input, c'est aussi quelque chose de super important, quoi. Ouais, parce qu'en fait, derrière, tout le monde prend des pénalités de retard, de livraison, de Ah ouais, production, tout ce que ouais, tu veux. Donc, en fait, c'est il faut pas mettre une journée ou même une heure pour régler la machine, ah quoi. ben c'est Ça peut ça, être, c'est ça. Donc et donc il faut que tu mettes peu de temps à régler, il faut que tu sois en confiance quand tu le fais, tu vois? C'est-à-dire que tu en plus, saches ouais. que ce réglage-là va avoir telle conséquence. Et tu vois, on parlait de produits, on parlait simulation, capacité à dire l'impact que tu vas avoir. Bah, c'est sûr que si tu es capable de dire à ton client, bah, en me disant que cette pièce est bonne, en fait, tu vas me dire que 50 de tes défauts que tu avais retirés seront bons et c'est ceux-là, je te les montre en image, c'est super puissant. Carrément. Voilà, et ça, c'est important. Ça fait aussi partie, tu vois, cet aspect visualisation de données. Et je pense que vous le savez encore mieux que nous, peut-être chez Pixelia, mais c'est super important. Et faire une belle interface qui soit claire et qui t'apporte de l'info, mais pas trop d'infos, c'est un vrai sujet, quoi. Et après, j'ai envie de dire aussi, il va falloir faire évoluer aussi ces produits-là au niveau de l'interface, de manière à coller, je dirais, à la génération qui est aujourd'hui au travail, quoi. C'est vrai que Ouais, quand c'est j'ai sûr. commencé il y a 8 ans, déjà en 8 ans, je vois que Il y le a eu nombre. quelques petites évolutions en Bah termes ouais, de design. bien sûr. Et puis tu vois, les gens sont maintenant, tout le monde a un smartphone, tout le monde est à l'aise avec des interfaces qui à l'époque Ouais, c'est étaient sûr. désarçonnantes. Surtout que l'industrie n'a pas toujours été un modèle d'interface, en tout cas sur les Très écrans. moderne, en tout cas. Bah ouais, enfin, la plupart des automates en usine, c'est encore un peu old school, quoi, hein. Les touchscreens où il faut que tu appuies limite avec un marteau pour que le bouton Ouais, ouais, s'appuie. là, les technos ont un peu évolué, ouais. Voilà, alors nous, du coup, on a un peu de mal avec la durée. On a eu un peu de mal, en tout cas, avec la durée de vie de nos écrans à un moment, parce que du coup, Ah ouais? bah ouais, quand t'as un truc qui est super sensible et que tu vas avec le Ouais, marteau, ouais, si t'as un truc qui est comme un iPad ou comme c'est ton ça. téléphone, ouais, c'est pas tout à fait. En plus, bon, là, ça a pas forcément ça ressemble pas à un produit industriel aussi, donc on est un peu revenu sur l'apparence aussi de notre produit. Voilà. Mais non, du coup, l'enjeu, il est quand même à toujours moins de données pour la même performance. Je pense Ouais. que ça c'est super important. Et puis surtout, encore une fois, pour moi, le nerf de la guerre, c'est que ton utilisateur se sente en confiance, c'est-à-dire qu'il sache le plus tôt possible ce qu'il est en train de faire avec le modèle, ce qu'il est en train d'opérer, quoi. Ok. Et comme on n'a pas d'explicabilité, euh, et qu'il faut avoir le raisonnement statistique, bah, tout de suite, voilà, ça nécessite du volume. Et donc, le réemploi de données, ouais, ça fait partie vraiment des sujets importants pour nous, quoi. Et du coup, vous travaillez avec un modèle de base, enfin, encore une fois, Ouais. sans trahir les secrets de fabrication, mais en gros, à quel point est-ce que tu dois fabriquer quand même un modèle d'origine qui s'est vraiment bien généralisé, donc il y a quand même vu un peu tout type de pièces, que là, vous, à chaque fois, ça peut être différent, ça peut être même différent chez le client d'une journée à l'autre, Ah donc ouais, ouais. tu peux pas inclure ça dans le set d'entraînement, enfin, tu pourras peut-être le faire a posteriori pour un meilleur modèle, mais Partie de nos ambitions très long terme. Mais du coup, à quel point est-ce que, à quel point est-ce que voilà, tu as quand même un modèle de base qui est capable, et est-ce que c'est un peu quand même une des recettes sur lesquelles vous avez dû investir, c'était créer quand même ce premier modèle, ou en fait pas du tout, ou est-ce que c'est l'archi avec les poids de base qui est uniquement fine-tuné chez le client? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, honnêtement, il y a des trucs open source qui sont très compétitifs avec Ok, ce que tu serais capable d'entraîner. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec la puissance de calcul qu'on est capable de mettre, tu as dans l'open source des choses que tu peux réemployer et c'est probablement un meilleur point de départ que de l'aléatoire. À l'époque, on faisait de l'aléatoire parce qu'on avait des modèles qui étaient tout petits ok. et qui n'existaient pas en open source pré-entraîné, par exemple sur du ImageNet. C'était des modèles custom à vous, ou c'était quand Ouais, même des archis custom. open source? Ouais, non, non, C'était c'est custom. vraiment, si tu veux, on positionnait le nombre de couches, le Ouais, nombre ouais, enfin, vraiment, on faisait tout, quoi. le truc que tu faisais il y a 8 ans quand t'es arrivé en stage, Exactement, exactement. Ouais, c'était très bien. Alors, à l'époque, il y avait Keras qui était sorti, c'était magique. On faisait ça super on facilement. s'en rappelle Voilà. tous. Donc ça, effectivement, on faisait pas mal d'entraînement from scratch, qu'on appelait donc dès Ouais. le départ. Ça fonctionnait assez bien. Généralement, ça généralisait pas du tout. Plus de supervision apporte quand même de la performance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voilà, on compare les approches, en fait. On peut réentraîner de base, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es en capacité de faire tourner sur peu de matériel des modèles open source. Et je pense que ça, ce qui a fait que ça est possible aujourd'hui, c'est le développement de ces modèles-là sur mobile. Ok, Voilà, parce qu'en fait, sur un téléphone d'il y a 5 ans, tu avais pas la puissance de calcul que tu avais sur un ordinateur. clairement Donc, il y pas. a eu un gros travail qui a été fait sur compresser les modèles,
faire de la quantisation, faire plein de choses. Ça, c'est pour les que tourne. techniques que du coup vous utilisez Ouais, beaucoup. ouais, exactement. Et qu'on utilise beaucoup, mais en fait aujourd'hui qui sont dispo sur presque sur étagère, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc en fait, carrément, nous, voilà, aujourd'hui, le client qui achète, il a souvent un modèle qui a vu des données publiques, qui a été pré-entraîné parfois par d'autres personnes. Ça, on fait du fine-tuning, on fait des retouches, oui, oui. Et d'ailleurs, je sais pas, moi, je suis souvent nos amis de Gainface qui prêchent Ouais, bien sûr. pour de l'open source. Alors bon, nous, on n'en fait pas Toi, c'est énormément. les données de tes clients, donc tu peux pas De forcément toute non manière, les plus données, on les mettra pas à dispo, mais on pourrait partager, tu vois, les certaines poids. approches, Ouais. ou Au pire, des même stratégies. voilà, Enfin, c'est, exactement, ouais. exactement. Des recettes de cuisine, on pourrait éventuellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, il y a tellement de choses disponibles. Ouais, c'est sûr. Moi, aujourd'hui, si je refaisais ce que je faisais à l'époque, sachant qu'aujourd'hui, j'ai plus de puissance, mais sans payer plus, ouais, j'irais directement sur des modèles, pré-entraînés, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, tu disais aujourd'hui, vous comparez quand même les approches, Ouais, histoire de potentiellement pas rater une opportunité exact. avec tel ou tel modèle. Il y a quand même une tendance en ce moment, je dirais un peu mondiale de quand est-ce que l'AGI va arriver et en fait d'avoir un peu ce modèle qui va être capable de tout faire. Moi, de ce que je comprends, vous êtes quand même plutôt dans une approche en fait small model, comme ce qu'on peut Ouais, voir en fait en ce moment avec, on avait les VLM, mais là on avait des LLM, et là on commence à avoir des SLM, donc oui. on descend un peu en taille pour des modèles spécialisés. Nous, on a toujours été fervents défenseurs de ça parce qu'en fait, on voit la puissance du supervisé si on demande de faire une tâche très précise. Même si vous comparez aujourd'hui, c'est quoi ton sentiment là-dessus? Est-ce que tu penses Non, vraiment moi que... je suis pas du tout général AI. Et puis si tu veux, en fait, je pourrais pas dire ça dans le secteur dans lequel je suis. Tu vois, moi, Ouais, l'industrie aujourd'hui, c'est justement les gens qui ont réussi à se spécialiser sur une technique en particulier, à la pousser à fond, tu vois. Et c'est ça qui font qu'ils sont compétitifs. Donc nous, on est voilà, on a les donc vous mêmes. êtes toujours bien en fait, même si demain il y a les GI, vous n'êtes pas... Bah, je pense que oui, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'à chaque fois, de toute manière, tu pourras raffiner. Enfin, tu vois, c'est un peu, pour moi, c'est un peu méta, mais à partir du moment où Clairement, tu réduis l'espace d'hypothèse en sachant quel est bien le problème sûr. que tu résous, pour moi, t'es mécaniquement plus pertinent, tu vois. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les humains, hein, tu vois, en termes d'intelligence humaine aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Voilà, quand tu te spécialises, bah, tu peux creuser plus le sujet, être plus performant. Non, Donc c'est non, non, clair. moi aujourd'hui je vois pas du tout ces approches-là comme étant des concurrents, même à moyen terme, sur nos sujets, quoi. Ok. Non, mais de toute façon, ça aurait pu être concurrente ou juste vous de savoir où mettre des efforts justement Mmh. en recherche, parce que toutes les boîtes qui font de la computer vision n'ont pas forcément des cellules de recherche non plus, Ouais. donc ça pourrait être aussi un sujet. Après, il faut de la puissance de calcul. On n'a pas tous accès au cluster. Non, après, aujourd'hui, tu as plein de cloud providers qui te filent des crédits, qui te permettent de tester des trucs. Ouais, ça c'est sûr. Ça reste, une échelle, largement en dessous de ce qu'ont, aujourd'hui, Bien les sûr, bien acteurs sûr. qui arrivent à lever des C'est fonds. plutôt, ouais, c'est plutôt ça dont je parlais. C'est Ouais, ouais. par rapport à vraiment des gros clusters dédiés, celui de Tesla, où tu prends les supercalculateurs qu'on a Ouais, en et puis, France. de toute façon, tu vois, je me rappelle des conférences de recherche où les gens généralement qui arrivaient à battre un certain nombre d'approches, c'est des gens de chez Nvidia parce qu'ils avaient la puissance de calcul derrière. Évidemment. Donc non, c'est sûr que ça, nous aujourd'hui, voilà. Mais de toute manière, je pense que les industriels, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça pour rendre un industriel heureux, quoi. J'ai envie de dire. Ok. C'est-à-dire que si vraiment la puissance d'un gros data center te permettait d'entraîner un modèle super puissant que tu déployais partout, déjà, personne serait prêt à payer pour ça, je pense. Aujourd'hui, on Ouais. n'en a pas parlé, tu vois, mais moi, j'ai plein de clients qui me disent, bah, moi, je veux bien payer pour la valeur ajoutée, pour le service que votre produit rend, Mhm. mais je veux pas payer le développement du produit, tu vois. Compréhensible. Voilà. Et je pense que ça, je sais pas si c'est dû au fait qu'on travaille en B2B, tu vois, entre professionnels, alors que j'ai l'impression que tout le monde est très heureux aujourd'hui de donner ses données pour entraîner les modèles de langage en Ouais, discutant. voilà, c'est ça. Deux poids, deux Donc voilà, donc mesures. je pense que les gens qui veulent faire une IA générale, ils ont plus de chances d'être successful dans le B2C que dans le B2B, je pense. En vrai, c'est un bon take. Voilà. Et après, tu vois, moi, ce que je vois aussi, pour parler on parlait des réseaux pré-entraînés, aujourd'hui, c'est vrai que les modèles de données publiques sur lesquels sont entraînés ces modèles-là, pour moi, diffèrent quand même un petit peu de la nature des données qu'on a dans une usine. Ouais, ils sont pleins d'erreurs en fait. Enfin, si tu regardes, tu regardes par exemple le Bien dataset sûr. Coco où tu prends ImageNet, c'est à entre 3 et 5%, Bien peut-être sûr. même plus d'erreurs. Et en fait, nous, on a fait des tests comme ça sur des projets où en gros, on avait quelques centaines de milliers de données. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en changeant 1% de la qualité, en fait, on s'était trompé sur les annotations, etc. Ouais. En fait, on arrive à gagner vraiment de manière exponentielle sur les Ouais, pertes ouais. du modèle, alors que tu as changé vraiment, tu Et, as revu et- 1000 images. Quoi. et tu vois, je vais te raconter une anecdote, mais on s'est fait sortir d'un appel d'offres parce que on n'avait pas sur un dataset public
la performance, la meilleure performance parmi les gens qui avaient répondu. Ok. Tu vois. Et en fait, si tu veux, ce qu'on avait constaté, c'est que pour atteindre la performance qu'avait eu le gagnant, en fait, il faisait de l'overfitting. Tu Il vois. fallait overfitter. Ouais, il fallait overfitter. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, les datasets publics, d'ailleurs, pour nous, c'est un problème. Hein. Parfois, les datasets publics qu'on a dans le milieu industriel, on dit qu'ils sont saturés. C'est-à-dire qu'en gros, une amélioration de performance sur la métrique de ce dataset ne te garantit pas que tu t'améliores vraiment. Évidemment, parce Voilà. que c'est pas les mêmes données à la fin. Donc, Exactement. tu peux pas- Et donc aujourd'hui, on est toujours à la recherche de datasets un petit peu plus compliqués qui ressemblent plus à nos données pour pouvoir toujours s'améliorer. Et donc voilà, potentiellement, effectivement, il ne faut pas aller maximiser le score sur un jeu de données avec erreur. Et il y en a dans tous les datasets publics. Et en fait, après, ce qui est sain aussi, c'est qu'au niveau de la recherche, ils vont pas corriger le dataset parce que du coup, ça rend évidemment. difficilement comparable deux approches qui parlent De du toute façon, même. tu le vois, les datasets en fait, qui sont utilisés aujourd'hui toujours en benchmark, c'est d'ailleurs un problème. C'est des trucs qui ont entre 5 et 10 ans. Quoi. Genre les premiers datasets de computer Bien vision, sûr. tu prends ImageNet, Ouais. c'est des trucs de challenge de peut-être 2014, 2015, peut-être même avant. Est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui de se bench sur ImageNet? Tu vois, je suis pas méga sûr. Non, mais Est-ce que après, ImageNet doit changer? La réponse est non aussi. C'est juste qu'il probablement faut pas, des mais nouveaux. après, il y a des nouveaux datasets. Et tu vois, nous, dans l'industrie, en tout cas, dans la détection de défauts, il y a probablement, je dirais, un dataset qui sort par an. Ok. Tu Ce qui est vois, intéressant quand même. qui est intéressant, qui a un rythme qui est pas mal. Nous-mêmes, d'ailleurs, on s'est posé pas mal la question de nous-mêmes contribuer à ça. Ok. Après, voilà, trouver l'industriel qui veut bien faire un dataset public C'est avec un toi. autre- c'est un autre sujet, ouais. C'est difficile de leur montrer l'intérêt qu'ils pourraient y percevoir. Exactement. Donc voilà. Donc pour l'instant, on l'a pas fait, et on est content qu'il y ait parfois d'ailleurs c'est des compétiteurs qui publient des datasets. Mais bon, après ça fait avancer globalement la recherche, et voilà, et on a besoin de ces jeux de données là parce que on a besoin. En tout cas, on les utilise aussi pour communiquer. Et tu vois, typiquement, tu parlais des challenges dans les conférences. Nous, en 2023, on était à Vancouver à une conférence qui s'appelle CVPR. On a participé à un challenge qu'on a d'ailleurs eu la chance de gagner, donc ça, on était contents. Bravo aux équipes. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Donc, bravo à eux. Et voilà, et ça, c'était super parce qu'en fait, et je pense que c'est aussi important de le souligner, ces datasets publics, ils créent la compétition qui fait qu'on s'améliore, tu vois, et qui fait qu'on repousse l'état de l'art. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien être contributeur de ça. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les ressources encore pour le faire. Mais voilà, publiez vos datasets. Non, c'est sûr. De l'importance de la donnée publique. Non, moi, ce qui m'étonnait, c'est que tu disais vous avez perdu un appel d'offres à cause d'un benchmark comme ça. Je trouve ça presque étonnant. Alors, peut-être parce que les personnes à qui on parle n'ont pas le même niveau de connaissance vis-à-vis de l'IA, mais qu'on vienne vous chercher sur ces datasets-là. Tu vois, genre, nos clients, ils n'ont pas forcément connaissance des datasets ou des benchmarks. Tu as raison. Et tu vois, typiquement, c'était le client. Généralement, nous, on va parler à l'opérationnel. Parce qu'en fait, on fait le pari que si on s'adresse à l'innovation, ils vont pas réussir à trouver un opérationnel qui sera vraiment intéressé, ou alors ça va être de la preuve de concept qui va pas vraiment avoir besoin de fonctionner pour être convaincu, etc. C'est un des problèmes d'ailleurs de startups qui veulent vendre à ce genre de groupe et qui ont des cellules d'innovation. En fait, c'est un peu un bait c'est un accro facile, eux, ils ont envie de discuter aux startups. Exactement. Alors eux, ils ont vachement de temps pour parler avec toi et tout, et puis en fait, ça, il n'y a aucun problème. Jamais. Bon, donc nous, typiquement, là, c'était un cas où justement, c'était un département innovation. Et donc ces départements innovation, souvent, ils s'attachent les services de machine learning engineer, alors parfois en freelance, qui du coup mettent à leur connaissance ce genre de jeu de données et qui leur disent, bah voilà, vous voulez faire un appel d'offres, vous voulez comparer des fournisseurs de solutions. Voici le cahier des charges, en fait. Voici le cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est potentiellement mesurer l'AUC du produit des fournisseurs sur un dataset public, ça vous donnera une manière de les comparer. Sauf que c'est rédigé de manière un peu très théorique et bête et méchante. C'est ça, et tu vois, typiquement dans le cas que je t'évoquais, j'ai eu la conversation après avec le client où je lui ai expliqué ça et où en fait on était d'accord à la fin. Et bon, voilà, après lui, si tu veux, il avait son processus, il avait sa métrique qui devait départager les gens. Et voilà, c'est le jeu. C'était le jeu. Voilà, mais c'est une anecdote un peu marrante, je trouve, où voilà, c'est un peu la limite de l'exercice, quoi. Et je pense qu'effectivement, tu parlais aussi tout à l'heure de est-ce que la black box c'est un problème. Je pense qu'in fine, il faut savoir rester pragmatique. Il faut savoir se rappeler quel est le problème que j'essaie de résoudre. Et en fait, proposer une solution qui résout ce problème sans tout le temps non plus parce qu'en fait, à la fin, tu es tributaire du cahier des charges qui est en face. Quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà un petit peu, je pense, sur ta question, ce que ça m'évoquait. Super intéressant. De quoi tu as besoin, toi, aujourd'hui? De quoi vous avez besoin, en fait, chez Scoretex? En plus, tu disais, donc, vous faites partie d'un groupe qui est plus grand. Donc, j'imagine que votre vision et votre direction, elle va suivre aussi un peu celle du groupe. C'est quoi un peu vos actualités ou qu'est-ce qui, d'ailleurs, depuis le rachat, en fait, qu'est-ce qui a changé, peut-être en termes de vision et de trajectoire pour Scoretex?
Ouais, bah, ce qui est sûr, c'est que déjà d'un point de vue organisationnel, on n'est plus en mode start-up, j'ai envie de dire, au sens de tu vas lever des fonds, tu as ton Ah, c'est runway, et fini ça, cetera, tu vois? Donc ça, c'est fini. Donc maintenant, c'est des discussions budgétaires. bien sûr. Alors bien sûr, tu restes quand même avec, des notions de business plan, tu vois? Où tu vas tracer une ligne, pour dire: «Bah, voilà, on va apporter une certaine rentabilité». Donc ça, c'est voilà, ça change quand même pas mal les choses et je trouve que c'est potentiellement plus sain aussi parce que ça t'évite d'être dans des, on va dire dans des approches qui consisteraient peut-être à habiller la mariée si tu veux, à Ouais, essayer de ouais, voilà, clairement. aller plus vite sur un projet au C'est détriment plus de la votre qualité. sujet, ça, en Voilà. fait, où Là là, aujourd'hui, tu es quand même, raisonnable, tu avances, à la vitesse essayer à de laquelle délivrer je le pense que meilleur et voilà, résoudre le plus de pain. exactement. Donc ça c'est très agréable et ça c'est une vraie enfin ça fait partie des changements quand même notables, hein, depuis le rachat. Ce qui est évidemment très compliqué, c'est quand tu es racheté, que tu es le petit poucet d'un grand groupe, tu vois? Donc le groupe nous a rachetés, ils sont 10 000, nous on était, 25-30, donc si tu veux, c'est toujours difficile d'exister un peu culturellement Ils avaient là-dedans. une équipe ML? Non, Ou pas du vous tout. êtes devenu l'équipe Non, alors ML, en entre fait, guillemets? c'est vrai que je les ai pas nommés, mais on a été racheté par le groupe Trigo. Historiquement, eux, ils font du tri de pièces, manuellement sur la ligne de production. D'accord, tiens, Voilà. c'est Voilà, donc si tu veux, on était rencontrés enfin, voilà, on était fait pour se c'était vos rencontrer. clients? C'était nos clients à la base, OK. voilà, et c'est en fait, voilà, en apprenant à se connaître, je pense que, tu vois, et en ayant discuté avec, un des dirigeants de Trigo qui me disait: «Bah, voilà, nous, on vous a vu arriver, on s'est dit: "Mais attends, ils vont nous remplacer, sur toutes les lignes de production, attrapons le virus, avant de se faire, C'est vrai de que se c'est faire un bouffer"». des schémas de rachat qui arrive quand même Voilà. régulièrement, quoi. Et en fait, bon, il se trouve que c'est hyper complémentaire, si tu veux, nos Ouais, bien activités. sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de vampiriser l'activité du groupe. En fait, eux, ils sont très forts pour être en réactif, sur des problèmes de qualité, d'apporter, l'expertise d'un humain, rapidement. Mmh. Ils ont industrialisé vraiment, si tu veux, la gestion de la qualité dans une usine. OK. Voilà, et nous, on apporte la brique technologique et surtout, on espère porter cette brique technologique vraiment au plus près des lignes de production, c'est-à-dire, à un moment où un humain pourrait pas être, ou alors tu multiplies ton nombre de contrôles, pour pouvoir être efficient, c'est-à-dire éviter de rajouter de la valeur sur une pièce qui est déjà défectueuse, à l'étape 2 Ouais, de bien ton sûr. processus. Donc si tu veux, voilà, en fait, on est très complémentaires. Et du coup, non, ils n'avaient pas du tout d'équipe, machine learning. Il y a une équipe IT et cetera, mais si tu veux, aujourd'hui, ils ne développent pas de logiciel, ou très peu, enfin à la marge. Donc ça a été, ouais, enfin, c'est toujours difficile, je trouve, dans une organisation voilà, de faire cohabiter des métiers vraiment très différents. Voilà, mais écoute, c'est une belle aventure qu'on mène depuis 3 ans. Nous, aujourd'hui, avoir le terrain de jeu des usines dans lesquelles ils sont pour, mettre au point le produit, enfin, vraiment, on appelle souvent un unfair advantage, quoi, tu vois? Enfin, Bah, tu as des insights du coup qui sont malade. énormes, quoi. Et tu vois, tu dis de quoi tu as besoin. Bah, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de cas d'usage, hein. J'ai besoin, de gens qui m'ouvrent, les portes de leurs usines, pour aller tester la solution. Et tu vois, on parlait de technologie tout à l'heure. Nous, comme technologie de machine learning, c'est ton truc va fonctionner en fonction de la donnée que tu mets en entrée. Mmh. Et en fait, il y a encore plein de cas d'usage où, bah, ça marche pas. OK. Et en soi, c'est pas forcément grave, dans le sens où, je dirais, il suffit qu'il y ait assez de cas d'usage sur lesquels ça marche pour que ça soit intéressant. Et donc nous, aujourd'hui, on a quand même encore je dirais j'allais dire des ratés, en tout cas des moments où le produit n'apporte pas la valeur escomptée. Et parfois, c'est pas tant pour des problèmes techniques que des problèmes de cadrage. Tu vois, je D'accord. compte plus le nombre de fois où je rencontre un client qui me dit, «Bah, tiens, ça, c'est la spécification des défauts, un beau PDF avec des photos, ça, c'est un défaut, le critère d'acceptation, c'est, pas visible, à C'est moins comme de la 30 notation en centimètres». fait. C'est un peu comme de la notation, mais avec un seul échantillon Ouais. par classe. Donc, généralement, ça est faillible. Et puis après, tu vas sur la ligne, tu regardes ce que l'opérateur fait, et puis tu vois que c'est pas du tout, Ouais. ce qui était décrit. Donc, voilà. Donc, souvent, voilà, il y a des écueils aussi qui vont là, qui font que le cas d'usage marche pas, parce qu'en fait, il est pas assez défini, on n'a pas vraiment compris le problème. Voilà. Et parfois, on se rend compte aussi qu'on contrôle des pièces pour des clients, pas de la bonne manière, tu vois, pas de la manière qu'il faudrait pour effectivement Ouais. lui garantir une bonne qualité. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ouais, je dirais que le nerf de la guerre pour nous, c'est suffisamment de cas d'usage pour trouver ceux sur lesquels, je dirais, les étoiles vont être alignées pour que ça fonctionne. Et puis derrière, il reste quand même, bah, la donnée à noter. Ouais. Honnêtement, ça reste quand même toujours un challenge. Non seulement pour, dire que ça marche sur ce cas d'usage, mais tu parlais tout à l'heure de potentiellement, récolter suffisamment de données pour faire des modèles, un petit peu plus génériques, Ouais, carrément. préentraînés. Ah, c'est vrai que nous, c'est une de nos ambitions. Si on collecte assez de données, je sais pas, dans l'injection plastique, pour avoir un modèle qui globalement détecte les défauts d'injection,
Bon, bah ça, c'est Tu peux avoir potentiellement un time, actif un énorme time pour to la suite. model pour Exactement. délivrer des trucs spécifiques qui est incroyable. Voilà, donc ça reste le nerf de la guerre que de générer des Ok. données annotées, quoi. Et puis après, ouais, je dirais que c'est principalement ça, quoi. Et du coup, ça, c'est effectivement un truc que le groupe peut vous apporter. C'est un peu, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que des gens que tu vas recruter vont chercher, c'est un peu quand est-ce que la boîte va scaler, etc., ou comment est-ce qu'elle va scaler. Et en fait, là, vous, en termes de quantité de déploiement qui vont vous permettre d'acquérir cette donnée, vous pouvez vraiment scaler très fort sans avoir finalement à faire énormément évoluer en fait l'équipe. C'est juste que vous avez un terrain de jeu tellement On a un plus terrain de grand jeu énorme, voilà. que vous pouvez apprendre beaucoup plus vite et arriver à enfin réaliser un peu voilà, cette vision et ces ambitions que vous aviez peut-être initialement, mais qui là deviennent... En tout cas, plus plausible ou facilité, quoi. Donc, Évidemment, clairement. ouais. Après, je te cache pas que ça reste un enjeu de tous les instants que de profiter de ce terrain de jeu. Bien sûr. Voilà, faut pouvoir le couvrir. Tu vois, tu me demandais tout à l'heure si on avait une activité mondiale. La réalité, c'est oui en pratique, mais à 30, tu vois, il y a plus de Ouais. pays que de personnes dans la boîte. Donc, si tu veux, c'est difficile de C'est couvrir pas faux, ouais. opérationnellement autant d'opportunités, en fait, si Non, tu c'est veux. sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est peut-être aussi un écueil qu'on a un peu fait au début, tu vois, post-rachat, où on a essayé de tout faire. Et en fait, effectivement, le terrain de jeu est énorme, tu as 1000 opportunités. Faut que tu réussisses à pas partir sur tous les fronts, sans quoi, potentiellement, tu rates toutes tes tentatives. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, un des trucs aussi qui a été un apprentissage, c'était peut-être de ne pas surestimer notre capacité à exécuter opérationnellement au moment du rachat. Tu Ouais, vois, on t'as a fait tellement de choses qui se passent en plus en même temps. Enfin, c'est... exactement. Et tu vois, c'est vrai que je sais qu'on nous a un peu reproché à un moment d'avoir dit on va changer le monde et en fait de pas avoir le temps de changer le monde de chacun. Tu vois. Ok, c'est bien dit. Voilà. Et donc en fait, si tu veux, ce qui est bien, c'est qu'après tu te recentres un peu, tu comprends les individus avec qui tu vas pouvoir vraiment mettre au point ton produit et puis tu te concentres et puis tu reviens sur ta tech et puis comme tu as plus les sujets de levée de fonds, tu es quand même plus tranquille pour exécuter de manière Ouais, c'est pas du tout le même, cohérente. enfin, le même day-to-day, je pense. Enfin, Exactement. tes objectifs sont pas les mêmes. Tu peux peut-être aussi voir un peu plus long terme en étant un Plus peu long moins terme stressé. et puis on a aussi plein d'informations qu'on n'avait pas forcément avant quand on était start-up dans l'écosystème Ouais, parce que parisien. toi, il fallait quand même que tu prospectes, que tu trouves tes clients, ils Prospect, t'apprennent et des puis, choses, alors que tu là, tu vois, as un historique de clients avec lesquels ils ont travaillé exactement. qui... Enfin, le Qui est backlog, il est énorme. énorme. Et tu vois, là, je nous jette un peu la pierre en tant que start-upper, mais c'est vrai que l'écosystème, il est très interconnecté, software, mondial, etc. Les usines, c'est pas encore aujourd'hui quelque chose de Pas du directement tout. accessible. Et tu vois, je pense rien qu'à la France, on a fait le pari de mettre nos usines en dehors des agglomérations, dans des zones blanches, etc. Bon, bah, du coup, ça les rend aussi mécaniquement un peu difficiles d'accès aujourd'hui, pas forcément hyper interconnectés avec le réseau. Ouais. Et donc, voilà, tout ça est aussi un vrai enjeu pour nous. Et le groupe, par cette présence locale qu'ils ont dans les usines, c'est. Peuvent aider du coup un peu aussi sur la digitalisation potentiellement à En travers en vous tout cas, notamment. ils nous font rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément Ouais. rencontrés si on avait, je sais pas, acheté une base de données de contact sur LinkedIn ou si on avait publié Ça, sur je veux bien Insta, le quoi. croire, ouais. Voilà. C'est clair. Donc ça, c'est vraiment un apporteur d'affaires. C'est des gens avec qui on va vraiment mettre au point le produit. Voilà. Puis après, par contre, il y a quand même la conduite du changement, pas évidente. Tu apportes quand même un outil technologique qui est quand même très innovant. Et voilà, faire la distinction aujourd'hui entre, j'en parlais encore tout à l'heure, un capteur vision qui va faire de la vision traditionnelle et qui sera Mhm. potentiellement pertinent et notre outil à base d'apprentissage. C'est pas tout à fait la même pas chose. évident, ouais, c'est ça. Parce que du coup, toi, tu as quand même vous avez mis votre produit dans les mains de gens de chez Trigo pour qu'ils Ouais. puissent aller l'installer, le dépanner, Exactement. donc vous avez dû quand même interagir avec une partie non négligeable quand même de gens chez eux, même si c'est un gros groupe. Carrément. Non, carrément. Et aujourd'hui, tu vois, tu as même des équipes qui sont, enfin, c'est devenu des spécialistes, quoi. Ils déploient Ouais, des j'imagine. systèmes sur les lignes. Ce qui était sûrement un peu le but aussi dans le rachat. Enfin, Exactement. si tout devait bien se passer, c'était comme ça sûrement que ça devait se passer. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on a un nombre d'utilisateurs via le groupe qui utilisent, qui fait des remontées, qui bêta-testent, enfin, qui font plein de choses, qui est super important. Voilà. Et après, les former là-dessus, c'est pareil, c'est un truc dans l'industrie. L'industrie n'aime pas trop le changement, tu vois. Quand un truc tourne, on aime C'est bien vrai. pas trop y toucher, quoi. Donc, tu vois, on n'en a pas trop parlé, mais nous, on essaie de faire des mises à jour produits parce qu'on essaie d'apporter toujours plus de valeur. Parfois, on veut pousser aussi les clients à faire des mises à jour juste parce qu'on n'a pas envie de gérer 15 versions logicielles différentes en production. Et puis, parfois, tu motives ton client, tu le convaincs qu'il va faire une mise à jour, tu prends 1 heure de production où tu mets la ligne à l'arrêt, et puis en fait, il redémarre et il a des bugs, tu vois.
Bon, bah ça, voilà, c'est donc il faut aussi nous tu vois, c'est bien d'être innovant, mais il faut qu'on soit responsable aussi dans, Tu as plus de responsabilités peut-être du coup? ouais, Parce et que puis c'est mais en pas fait, c'est dans ton que intérêt aussi. C'est-à-dire que si demain, évidemment. ton client, à chaque fois qu'il met à jour, il a des bugs, il va te dire non à la prochaine mise à jour. Donc, toi, tu as vraiment une responsabilité qui va dans ton intérêt de faire les choses aussi proprement, calmement et de bien les former. Parce qu'un bug aujourd'hui, ça peut être aussi juste, la personne n'a pas compris, la fonctionnalité que Bien tu lui as sûr. livrée et en fait un mauvais usage et à vrai dire, c'est toi qui es le fautif, c'est pas l'utilisateur, Non, quoi. c'est clair. Mais bon, là où avant c'était votre responsabilité à vous, Scoretex Ouais. tout seul, et bon, vous étiez les seuls Et responsables. bah, aujourd'hui, on a Là, des relais. C'est incroyable, hein. On a des gens qui ont le même intérêt que nous à utiliser notre produit, à le déployer, à le vendre, et cetera. Voilà, donc on a créé aussi tout une mécanique, je dirais, de collaboration avec le groupe et on la raffine, au fur et à mesure du temps, bien sûr. pour que chacun puisse avoir son intérêt. Entre, tu vois, un commercial dans une usine qui va parler de nous, mais qui va pas, être capable de le déployer, bah, voilà, comment nous, on peut apporter, cette partie déploiement ou alors, quelqu'un qui va nous pointer du doigt un cas d'usage potentiel, mais qui va pas se sentir à l'aise de faire le pitch commercial de la solution, Bien bah, sûr, il nous fait ouais. nous remonte le lead et puis on va chercher les gens. Enfin voilà, tout ça, c'est, Ouais, vous restez proactif quand même à toutes les étapes on du cycle de essaye. vie. Après, on fait en fonction de la bande passante. Ouais, évidemment. Voilà, et donc ça, après, c'est peut-être ça qui va freiner, je dirais, notre développement. C'est aussi notre capacité à parler avec tous les gens qui manifestent de l'intérieur. Alors, on va pas se plaindre d'en avoir beaucoup, mais Non, c'est ça, c'est ça sûr. serait malvenu. Mais voilà, il faut qu'on prenne du temps. Et puis surtout, les industriels, ils ont besoin du contexte, ils ont besoin de convaincre, t'en parlais tout à l'heure, leur hiérarchie. Et puis voilà, et puis ils prennent le temps en fait de prendre aussi les bonnes décisions. Donc on a des cycles de vente qui sont assez longs, nécessitent Ouais. d'être relancés. Donc tu parleras à des commerciaux de chez moi, c'est une vraie science quoi, de savoir donner le rythme. Je veux bien le croire. Voilà. Sachant que tu n'es jamais à l'abri d'un changement d'interlocuteur qui fait que tu repars à zéro. Surtout dans l'industrie, ouais, ça Ouais, entre enfin, ça et les vraiment, vacances et on a des clients, on les a signés, ça faisait 4 ans qu'on parlait avec eux, quoi. ouais, je veux bien le croire. Voilà. Des expériences partagées. Et il y a un sujet duquel on n'a pas eu le temps vraiment de discuter, mais donc on a parlé pas mal de la partie machine learning, de la partie produit, et donc là tu disais, bah, vous, votre ambition quand même au début, vraiment des problèmes que vous avez identifiés, c'était la remontée de données, quand même de pouvoir donner ces insights, donc qui n'ont rien à voir en fait avec le machine learning en tant que tel, c'est vraiment juste donner de l'information, et que c'était quelque chose qui était un work in progress, donc c'était quand même un peu vos objectifs de vous mettre là-dessus. Peut-être très rapidement, c'est quoi vos ambitions en fait, cette partie visualisation, pourquoi c'est important et qu'est-ce que comment ça se matérialise? Ouais, on s'est pas mal cherché là-dessus. Au départ, on s'était dit, tu vois, tu es la source de données industrielle de la qualité, donc tu vois, tu vas faire un dashboard et tout le monde va te donner des euros pour le voir. Bon, la réalité, c'est que ça se passe pas comme ça, parce que ton dashboard, il est difficilement utile. Donc déjà, ce qui est sûr, si tu veux, c'est qu'on n'a pas voulu construire cette brique-là sans être sûr qu'on faisait le bon tri des pièces. Enfin, tu vois, toute fonctionnalité qui aurait visé à faire une analyse quand t'es pas sûr de mettre les pièces bonnes du bon côté, ça n'a aucun intérêt. C'est peu de valeur, ouais. Voilà, et je connais pas mal de boîtes qui ont, si tu veux, cru avoir un actif technologique suffisant pour aller développer derrière juste du SaaS, on va dire, avec des C'est un peu mettre dashboards. la charrue avant les bœufs ou fake, Bah, fake it until you make it. un peu, tu vois. Et alors, il y en a probablement qui s'en sont sortis et qui ont bien fini. Puis il y a des gens comme Theranos où les gens se sont retrouvés, c'est un peu. en prison. Donc on n'a pas, on veut pas, on n'a pas voulu reproduire ça. Et donc on pense que de toute manière, on perd pas notre temps à vraiment bien travailler la partie cœur. Ouais, évidemment. Voilà. Et puis en fait, la partie remontée de données, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos clients et nous-mêmes, on les utilisait presque plus comme compagnons du système usine pour améliorer la performance en production. Ok. Plus à la limite même que dans un premier temps avoir l'information de qualité avec le taux de rebut par unité de temps, etc. Okay. Et donc aujourd'hui, je dirais la première valeur de notre connectivité, c'est de pouvoir avoir cette approche statistique sur la production qui permet de dire ça marche ou pas, être capable de benchmarker le modèle avec d'autres choses pour trouver la meilleure approche. Et pour moi, il n'y a pas une méthode unique, hein, il y a plusieurs méthodes. Évidemment. Et puis, c'est aussi la capacité d'amener à l'industriel des experts, que ce soit sur la partie vision, la partie machine learning, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment cette partie-là qu'on développe sur la partie connectivité. Ça nécessite une bande passante importante parce que nous, on fait remonter de l'image. Et évidemment. Oui, une bande passante, pas en termes de temps, mais en termes vraiment de bande passante. Voilà, c'est ça, de nombre d'octets que tu peux transférer sur le lien par unité de temps, quoi. Donc ça, c'est important. Et afficher ces données-là de manière intéressante, en tout cas, aujourd'hui, je ne connais pas de produits sur étagère directement utilisables et encore moins embarquables sur notre machine. Ouais, c'était une question que je voulais te poser à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres systèmes industriels qui permettent de faire de l'analyse qualité. Vous n'êtes pas les seuls. Et après, donc, c'est des choses qui peut-être nécessitent moins de supervision. Après, je ne suis pas du tout expert sur ces systèmes-là. Tu fais de la qualité avec plein de types de données d'entrée. Je vois, il y a des gens, ils font de la qualité avec le son.
si tu veux, pour Ouais, détecter ou même prédire une Enfin, de la panne maintenance machine. prédictive, Voilà, ouais, tu bien tu sûr. écoutes ta machine. Enfin, je sais que Ouais. les marins de course au large, ils te disent souvent qu'ils détectent les problèmes, c'est les dingue. avaries sur le bateau à l'oreille. Donc tu peux faire effectivement avec plein de données d'entrée qui pèsent plus ou moins lourd. Et potentiellement, il y a plein de manières d'encoder le son de manière très, très efficiente. L'image, d'ailleurs, c'est une vraie question aussi. Tu vois, on s'est posé souvent la question de est-ce qu'on devait compresser nos images avant de les envoyer sur Ok. le lien. Alors, bien sûr, on les compresse en lossless, c'est-à-dire sans perte Oui, d'information. évidemment. Mais après, est-ce Mais que voilà. tu veux aller plus Est-ce loin que tu vas aller parce plus loin que tu perds pas le ça? truc critique Exactement. quand même, Et ça, surtout c'est que pas évident, tu vois. Et ça, c'est une vraie question. ça Pour se l'instant, teste, c'est quoi, toujours mais- retenu de le faire parce qu'on s'est dit on veut pouvoir se conforter dans le fait que ça soit pas intéressant et de pouvoir à la fin Ouais. compresser. Pour l'instant, on n'a pas encore sauté le pas. Mais effectivement, cette connectivité, aujourd'hui, nous, on la voit vraiment comme la capacité de faire bénéficier à l'utilisateur qui est une seule personne et à la puissance de calcul embarquée, d'une puissance de calcul de cloud et d'une expertise collective, quoi. Ok. Voilà, c'est vraiment notre vision de la connectivité aujourd'hui, devant presque, dans un premier temps, l'apprentissage qualité. Voilà. Après, on a déjà quelques fonctionnalités intégrées, tu vois. Je te Oui, parlais parce que du tu as déjà de toute dashboard, façon on a ton déjà un écran, dashboard. etc. Donc j'imagine. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est quel type d'infos? Genre, si tu avais par exemple un exemple de métrique ou de truc que tu pourrais pas faire aujourd'hui en embarqué, mais sur lesquels vous travaillez ou qui seraient intéressantes. Ouais, bah par exemple, nous aujourd'hui, en embarqué, si tu veux, on se contente, entre guillemets, de dire si la pièce est bonne ou pas. Ouais. On va pas te dire quelle est la catégorie du défaut que tu as, Ok. sur ta pièce. Et par contre, ça, typiquement, c'est quelque chose que tu peux faire a posteriori dans ton cloud. Tu n'as Évidemment. pas besoin de l'avoir forcément dans le temps du contrôle parce que de toute façon, tu as déjà jeté ta pièce. Non, mais c'est un algo Par classique contre, que tu peux faire tourner ton a analyse pour posteriori, dire à la fin, bah tiens, aujourd'hui, en fait, mon défaut principal que j'ai vu, c'était celui-là. Du coup, ça me dit que c'est tel. Enfin, après, tu vois, de mon métier, en fait, je sais que c'est telle machine qui potentiellement est la coupable et donc je vais aller la régler proactivement. Ça, c'est des vrais cas. Et ça, on s'est juste inspiré de ce que font les industriels. Hein. Bien sûr, C'est-à-dire oui, que parce dans qu'en la fait, c'est quelque qualité, chose qu'ils iraient voir aujourd'hui à la exactement. main. Ouais, alors visuellement, quand quoi. d'ailleurs, ça prend du temps un peu aux opérateurs humains, hein, mais Évidemment. ils vont faire de la statistique des paretos de défauts. Hein. Tu parlais des 80-20 tout à l'heure, et on dit Ouais, bah ouais. voilà, 80% de mes défauts aujourd'hui, c'est ça, donc je sais que je dois aller corriger telle machine. Ça, c'est des choses qu'on peut faire effectivement, pas forcément en embarqué, et qui potentiellement, en fonction de la techno que tu appliques là-dessus, est assez gourmand et donc nécessiter. Ok, ouais, le je cloud. comprends mieux ce besoin du coup d'avoir cette interface, enfin cette infrastructure un peu hybride C'est entre ça. vraiment tu as quelque chose en local pour le temps réel et ensuite quelque Exactement. chose tu peux apporter de la valeur a posteriori Exactement. peut-être toutes les semaines ou tous les mois sur ok, un rythme ad hoc. est-ce qu'il n'y a pas en fait d'autres choses qui ont causé ces trucs là et Exactement. Et après, là, je te parle de trucs un peu peut-être fancy, mais tu vois, des analyses toutes bêtes. Nous, on a un client qui s'est rendu compte que toutes les 7 pièces, il avait un défaut. Bon, bah ça, c'est une corrélation que n'importe qui aurait pu faire, mais fallait-il encore effectivement le noter et voir le ouais, motif. évidemment. Et bah, tu vois, l'approche, juste remonter les données, avoir un dashboard. Bah, Et quand tu vois que ton point rouge il est tous les 7, C'est ça. tu vois visuellement qu'il se passe un truc. C'est ça. Et donc, voilà, il est allé sur la ligne, il a vu qu'il y avait un support de pièce qui était mal vissé, il l'a recalé. Ok, et du coup tous les 7 ça faisait un tour, il faisait une rotation. Ouais, du coup, je sais plus exactement, j'étais pas à c'est- l'usine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le client a fait ça en autonomie, ce qui est pour nous l'idéal aussi. C'est-à-dire Ok. que, tu vois, une des questions qu'on avait, c'est est-ce qu'on va devoir mettre un data analyst cette fois derrière chaque client pour lui ouais. dire la donnée qui remonte, tiens, tu peux faire telle analyse, etc. Et en fait, là, on a eu le cas quand même de je te mets à disposition la donnée et en fait, tu es capable de l'utiliser toi-même. Ok. Question qu'on n'a pas encore trop tranchée, nous, c'est à quel point, je dirais, on va être interopérable avec des systèmes de gestion de la donnée en usine. Tu vois, Ouais, parce que c'est même pas de la BI peut-être en usine, on est ça sur d'autres pourrait systèmes. Ou alors c'est ressembler à de la ton BI. ERP ou Oui, c'est. voilà. Bon, après, tu as plein de couleurs, tu vois. Tu as les SCADA, tu as les ERP. Bien sûr, tu vois, ouais, en plus. J'aime pas trop les acronymes, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a plein de systèmes qui font de l'affichage de données, qui mettent en lien potentiellement même nos données avec d'autres données qui sont Bien pas sûr. directement récupérables sur la ligne et qui seront tout aussi intéressantes. Donc, je pense que nous, dans notre phase de développement produit, il y aura clairement une grosse réflexion à se dire comment on partage cette donnée et à quelle échelle, quoi. Clairement, on va pas la partager comme je te disais tout à l'heure, sur l'interface un peu électrique, là, parce qu'on n'a pas assez Évidemment. de ouais. richesse d'informations, mais ça pourrait être en local sur du réseau Ethernet, ça pourrait être au sein du réseau de l'usine, ça pourrait être via une API. Enfin, il y a plein de moyens d'échanger la donnée. Et ça, c'est une question qui est encore ouverte, mais Ok. on fait déjà ce qu'on était dans le produit, on appelle ça la discovery. On fait déjà de la discovery sûr. là-dessus depuis des années, donc voilà, on sait comment on irait si on avait y allé demain, mais on prend encore un peu le temps de la réflexion. Ok. Et peut-être une dernière question, parce qu'on parle des opérateurs tout à l'heure, donc qui sont des personnes a priori qui travaillent sur les chaînes, qui ont cette Ouais. expertise métier. Mais on peut imaginer qu'il y ait certaines entreprises qui soient quand même soit assez matures, soit assez avancées pour avoir en fait leurs propres équipes data. Et Ouais. là, on parle justement d'intégration entre vous, les analytics que vous sortez, et potentiellement le reste des données de la boîte. En fait, est-ce que vous aujourd'hui
vous remplacez, vous évitez des initiatives internes. C'est-à-dire qu'en fait, soit ils auraient dû faire ce Cortex pour leur processus qualité, ce qui paraît assez évident. Enfin, toutes les boîtes devraient le faire. Et du coup, ils vous achètent vous parce que en fait, c'est plus simple et ça, je veux dire, vous êtes dédié à ça, donc forcément, ça marche mieux. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que des fois, vos interlocuteurs, que ce soit dans la vente ou dans l'exécution de l'opérationnel, c'est des équipes data qui sont capables de sortir des trucs et en fait de se dire, putain, en fait, si ça marche, peut-être j'ai telle usine là-bas. Et en fait, il y a des corrélations qui sont de l'ordre de ce que le data analyst de l'entreprise va avoir qui peuvent ressortir grâce à votre produit. Alors, moi, il n'y en a pas assez à mon goût. Ok. En fait, quand j'interagis avec des équipes data science, des groupes industriels, 99% du temps, ils m'expliquent qu'ils sont sur des sujets d'optimisation, de logistique ou de marketing ou de commerce. Ok. Tu vois, c'est un peu comme je te disais quand j'ai trouvé mon stage chez Scortex à l'époque, c'était les seuls de la place qui faisaient un truc un peu applicable, concret sur du physique. J'ai l'impression que les équipes, aujourd'hui, un groupe industriel qui se dote d'une équipe de data scientist, il va d'abord les employer à faire ce genre de tâches. Et donc, rarement, je rencontre des industriels qui essaient de faire ce qu'on fait. Ok. Ça m'arrive quand même. Et là, on tombe dans l'écueil que tu évoques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que tu sois avec une équipe de data scientists et qui soit suffisamment experte, qui ait les 8 ans d'ancienneté d'expérience qu'on a nous et qui réussissent à faire un truc qui soit un peu standard et qui généralise de la ligne A à la ligne B, bon courage, quoi. Voilà. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs que, en fait, quand on leur parle, généralement, c'est assez amusant. On a rencontré l'opérationnel qui a besoin de la solution, qui à un moment donné fait une demande d'achat. Et ça remonte au niveau groupe. Et là, le niveau groupe, ils ont des attendez, on a des data scientists, foutez de moi. Et là, le gars de l'innovation, il arrive, il fait, mais attends, c'est le projet que je fais depuis 3 ans, quoi. Et ouais, parce qu'en plus, souvent, tu as très peu de communication en fait, entre les différentes usines, tu as avec l'antenne, enfin le groupe, c'est exactement. Et puis bon, forcément, nous, le gars de l'opérationnel qui avait besoin de nous, on est souvent allé le démarcher, on l'a rencontré sur le terrain, donc si tu veux, il n'est même pas forcément lui en lien avec son équipe innovation. Non, clairement. Et donc, ça arrive assez régulièrement, donc c'est bloqué au niveau achat. Donc après, nous, soit on a déjà avancé un peu avec l'opérationnel en mode pirate, c'est-à-dire qu'on a fait un peu un prototype où il sait que ça marche et où lui, je dirais, c'est notre premier sponsor à dire et il a du budget, potentiellement, peut-être il a un peu d'autonomie aussi sur cette décision d'achat. Donc ça arrive, surtout qu'on essaie de faire des systèmes assez, je dirais, assez abordables, quoi. Si tu veux, nous, on essaie de faire des choses qui t'engagent pas trop financièrement aussi quand tu testes un peu ce type d'approche un peu innovante. Et donc, généralement, voilà, il essaie de pousser. Et puis après, on fait un effort aussi un peu de pédagogie. On explique les différences si tant est qu'il y en ait. On a déjà effectivement eu des interlocuteurs des équipes data qui faisaient le même produit que nous. Et souvent, c'était notre produit d'il y a 5 ans, quoi. Tu vois, aujourd'hui, moi, le cas classique, c'est je rencontre des équipes data et en fait, ils font de la defect detection comme on faisait il y a 5 ans. Surtout que vous avez rencontré beaucoup plus de cas d'usage que eux, même avec tout leur cas d'usage du groupe, la plupart du temps. Exactement. Donc après, après, tu lutteras pas contre, je dirais, l'entreprise industrielle qui a eu la vision de faire du machine learning à l'échelle du groupe. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, nous, on va pas les solliciter. Il faut rappeler aussi, c'est important d'avoir l'ownership de sa techno. Donc il y a des fois où évidemment, si stratégiquement tu n'as pas envie d'aller sur l'IA, achète fais des achats, fais des choses qui te permettent de faire ce que tu sais faire le mieux. Mais si tu as une volonté, une vision sur l'IA, ça peut quand même valoir le coup de mettre des gens un peu à la tête de ça pour se faire des initiatives communes. Et à la fin, tu as quand même l'ownership d'un truc que tu maîtrises, quoi. Donc et ça, généralement, on a assez vite l'information parce que généralement, les acteurs qui font ça, ils le disent assez haut et fort parce que c'est aussi une manière d'apparaître innovant dans leur secteur. C'est pour ça donc, si tu veux, j'ai même pas besoin de me casser le nez. Si tu veux, je les connais, les industriels qui investissent largement là-dessus. C'est pas ça qui rallonge les cycles de vente aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est parce que ça, je le sais déjà. Après, c'est arrivé même récemment, un commercial qui a rencontré un opérationnel. Ils veulent avancer ensemble. Voilà, le temps d'expliquer. Enfin, tu vois, si tu veux te dire, oui, mais je pense qu'il n'y aura pas de futur vraiment important avec ce compte parce que je pense qu'ils vont vouloir culturellement le faire eux-mêmes au bout d'un moment. Voilà, bon, après, tu te dis juste que ça réduit peut-être l'importance du compte par rapport à ce que ça pourrait être si ils n'avaient pas fait ce choix stratégique. Après, de toute manière, nous, j'ai envie de dire, s'il y a un cas d'usage qui mérite l'usage de notre produit et que tout le monde est aligné, on y va, quoi. Ah ouais, ça, j'ai assez peu de doute là-dessus. Ouais. Voilà. Tu m'étonnes. Et après, non, ce qui pose souvent plutôt des difficultés, nous, c'est les départements sécurité, IT. Ouais, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui. C'est un peu de la difficulté de venir des systèmes. En plus, des fois, tu vas être offline. T'es on-prem, vous, par définition, mais en plus, tu as des contraintes de bande passante, de réseau, de parler de connectivité. Enfin, c'est tout un pan de... Donc nous, on a fait le choix de garantir la fonction de contrôle qualité indépendamment de la connectivité. Standalone, ouais. Voilà. Ça, c'est une priorité absolue, c'est de pouvoir tourner à la cadence de la ligne en disant la pièce est bonne ou pas.
Si la connectivité tombe, on est résilient, on fait ce qu'il faut pour que ça puisse continuer de tourner. Bien sûr. Voilà. Après, il faut que l'industriel il soit prêt à ce que ces données elles aillent sur nos serveurs. Donc ça, une condition sine qua non pour vous. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Ça veut pas dire qu'il y a pas des clients qui nous demandent de faire ça chez eux, de déployer nos services cloud chez eux. La plupart du temps, on leur dit, pour l'instant, on n'a pas la capacité de le faire, Ouais, on n'a parce pas que envie quand tu dis d'investir aujourd'hui, c'est aujourd'hui et depuis 8 ans, vous avez quand même Exactement. réussi à faire ça. Donc en fait, c'est pas non plus Exactement. forcément une priorité, et surtout que ça te. Exactement. Et en fait, tu vois, je me suis même rendu compte qu'il y avait tenir cette ligne un peu dure, tu vois, on parlait tout à l'heure de périmètre produit. Ouais. Je trouve que c'est sain aussi, en fait, tu vois. Aujourd'hui, pas mentir à ton client enterprise que tu n'auras pas la capacité opérationnelle de supporter ton software dans toutes les versions qui vont arriver dans son infrastructure à lui que tu connais pas au moment de signer. Je trouve qu'il y a une forme de maturité là-dedans. Et donc, parfois, Évidemment. ça fait un peu mal parce que du coup, le deal se fait pas. Et par contre, la réalité, c'est que moi, j'ai déjà vu des clients qui reviennent 2 ans après en disant on a fait un peu évoluer nos politiques Évidemment. d'IT. Et en fait, on est favorable. Il faut juste qu'on mette les bonnes sécurités aux bons endroits, avec les bons niveaux de contrôle. Et tu vois, tous les ans, nous, on fait des tests d'intrusion avec un partenaire Ouais, bien sûr. en cybersécurité. Et puis, j'ai envie de dire, même pour nous, en fait, on a envie de. T'es d'être déjà sûr, content de quoi. savoir, tu dors mieux la nuit. Quand tu Et fais après, ça. on a quand même imaginé le produit de manière à ce qu'il soit compatible avec les requêtes des enterprises, enfin des grands comptes, quoi. Ouais. Et puis avec la réalité de la ligne de production. Sachant qu'aujourd'hui, tu as des vrais cas d'attaques cyber sur les usines, tu vois, où effectivement, il y a des gens comme nous qui sont arrivés, qui ont branché un appareil connecté qui sert potentiellement pas à grand chose et en fait qui a donné un point d'accès à une Ouais. caméra de surveillance ou même Ça doit être la au hantise logiciel des de gens de la Bien cybersécu sûr. d'ailleurs de ces boîtes. Bien sûr, et c'est pour ça que d'ailleurs on voit bien en 8 ans, si tu veux, au début tout le monde c'était open bar, on voit pas la valeur de la donnée, venez chez nous, collectez ce que vous Ah ouais. voulez, on s'en fiche, ouais. 2 ans après, tu avais un peu le côté attends, ma donnée elle a de la valeur, je veux pas que tu l'utilises, je veux que tu payes pour ça. Après, il y a eu les ransomware, tout ça, qui ont fait Voilà. que non, on arrête tout Donc au là, de niveau la cyber IT cette partout, fois. ouais. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est dans la phase plutôt de la maturité de tout le monde. On commence à comprendre les intérêts mutuels de chacun. Ouais, puis le cloud est plus mature. Et le donc ça cloud y est plus des équipes mature et on DevOps a en vraiment gagné interne, au niveau de sécurité. Et en fait, ouais. aujourd'hui, moi, je vois même les gens que je recrute assez jeunes, parfois même au niveau j'allais parler des stagiaires, au niveau des stages. Aujourd'hui, ils sont sensibles Bien sûr. à la sécurité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, si on fait les choses dans l'ordre, on prend pas de risques démesurés, quoi. Après, voilà, il y a toujours le risque zéro n'existe pas. Bien sûr, mais c'est juste qu'à la fin, toi, je veux dire, tu signes des trucs, tu payes signes des des assurances, trucs. enfin, c'est des contrats. Voilà, et puis c'est des contrats après, commerciaux. de toute manière, nous, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un impératif la sécurité dans notre produit. Évidemment. C'est-à-dire que y a personne n'a acheté notre produit pour la sécurité qu'on proposait, mais par contre, demain, si jamais on avait les données d'un client Si qui t'es était visible par un responsable, autre, terminé, quoi. Enfin, on n'existe plus, quoi. ouais, pas Et que donc pour ça, tes on le clients. prend évidemment avec beaucoup de sérieux chez nous. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne approche. En tout cas, on arrive généralement à obtenir le tampon des équipes IT. Ouais, tant mieux. Dieu sait que c'est pas quelque chose d'évident Non, à avoir. c'est voilà, toute une science. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu veux partager aujourd'hui? Parce que du coup, on a quand même balayé pas mal de sujets. On a fait quand même un peu le 360 sur ce que vous faites et toutes les verticales un peu du métier. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais qu'on parle? Non, c'est déjà, j'étais évidemment très content que vous nous invitiez. C'est vrai que Pixelia, nous, on suit en plus un peu le sujet depuis un moment. Je pense que le type de plateforme que vous proposez, moi, j'aurais tendance à passer un peu l'appel à chacun d'aller regarder ce qui se fait en termes d'outils. Ah, c'est gentil. Et je dis ça pour vous, mais en fait, en général, quoi. C'est-à-dire que moi, rétrospectivement, il y a plein de moments, j'aurais pu gagner 6 mois, 1 an sur ce qu'on a fait, juste en se disant je vais utiliser ou acheter un produit plutôt que de le développer moi-même. Et voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner sur ce qui existe. Ça va très vite. Et faire des essais, faire Bien des sûr. tentatives. Et voilà. Et c'est vrai que tu vois, je dis souvent un truc que je répète, c'est que c'est plus facile d'écrire du code que d'en lire. Et je pense que c'est un peu pareil pour des outils comme ce que vous proposez. C'est plus facile de s'imaginer soi dans son contexte, etc., que de devoir lire une doc et comment a été pensée une manière Bien sûr. de processer la donnée. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs comme vous qui ont quand même une certaine maturité et qui apportent des bonnes pratiques à légion de projets comme Ouais, le on a nôtre. comme ce tampon MLOps en haut qui Voilà. définit quand même des sets. Et tu vois, et je sais que tu avais à un moment organisé des meet-up auxquels tu avais invité des gens de mon équipe qui travaillaient sur des sujets MLOps. Et aujourd'hui, ça reste quand même aussi le nerf de la guerre. Ça permet d'accélérer. C'est des choses que vous avez gardées quand même. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est fondamental. En tout cas,
Aujourd'hui, un data scientist ne peut plus être comme je l'étais à l'époque dans un Jupyter Notebook sans prendre dès le départ l'idée de comment il va mettre en production ce qu'il est en train de faire, quoi. Donc voilà, peut-être un petit mot à passer sur. Je me laisse la possibilité de l'extraire, juste cette phrase. Non, mais c'est super important. Mais bon, Ouais. au même titre, comme tu dis, que effectivement, vous auriez pu potentiellement gagner quelques mois avec, en fait, juste en investissant dans des bons outils qui t'évitent. En fait, c'est pas forcément ton cœur de métier de faire certaines Non. parties. Et au même titre que toi, tes clients, ils achètent Cortex plutôt que de développer leur propre Exactement. solution et qui ne bougent pas pendant 5 ans. Nous, on rencontre effectivement les mêmes problématiques avec des gens qui nous disent: ah, mais putain, si vous avez connu il y a 2 ans, en fait, j'aurais pu faire ci, ça. Bah ouais, je sais, mais. Bon, après, Mais faut-il il n'est encore jamais trop connaître. tard. C'est pas évident, mais je pense qu'aujourd'hui, évidemment, voilà, on a tous les mêmes problématiques derrière. Après aussi de se faire connaître, et on est sur un marché français qui est aussi. Alors on se connaît un peu tous, mais finalement, le marché industriel est aussi pas le plus évident à attaquer pour les startups. Donc bon, en même temps, c'est des choses où on essaye de progresser, quoi. Enfin voilà, donc renseignez-vous sur ce qui existe et réinventez pas la roue quand vous pouvez éviter. C'est une bonne morale de cette histoire. Bah écoute, merci beaucoup Hugues en tout cas. Bah, et merci. écoute, peut-être qu'on se reverra dans un an pour faire le point un peu sur toutes les nouvelles choses sur lesquelles vous travaillez. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, aidez-nous en mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ou en mettant un petit commentaire. Et pour YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine dans Pixel Perfect.